Bonjour à toutes et à tous, je vous salue et je vous dis le plaisir que j'ai à vous retrouver, même si je suis triste parce qu'évidemment c'est déjà fini. On a l'impression que ça a à peine eu le temps de commencer et donc on voudrait évidemment que ça dure. En même temps, évidemment, il faut arriver à aller jusqu'au bout de notre programme et en 5 séances, il était quand même assez au large et donc nous allons pouvoir consacrer une séance entière au XXe siècle. Ce n'est pas de la provocation, même si le titre contient évidemment des éléments de nature à provoquer très légèrement, en pensant aussi à la Biennale d'architecture qui arrive et à des débats que vous connaissez bien à l'intérieur de la ville, comme ailleurs d'ailleurs, parce que Versailles n'échappe pas au débat plus large sur la question de l'urbanisme contemporain. Voilà, il m'avait paru intéressant de ne pas négliger notre époque, et donc je vais aller jusqu'à aujourd'hui inclusivement, ce qui présente pour un historien évidemment un très grand danger. Très grand danger, évidemment, de basculer dans le journalisme, voire dans l'anecdote. Il faut faire un petit peu attention. Donner son avis qui n'a aucun intérêt sur des choses modernes, qui nous concernent tous. Et puis, on est en période électorale, et donc c'est très compliqué, même si M. de Mazières n'est pas candidat à la présidentielle. La différence de la maire de Paris, qui est ma mère, donc là, je peux me séparer très légèrement des Versaillais, puisque je suis parisien, mais enfin, il faut bien dire que tout ça est très glissant. Donc, comme je ne fais pas de politique et je ne souhaite pas me présenter à aucune élection, je ne voudrais pas que vous m'épreniez sur les propos que je pourrais être amené à tenir par un mauvais esprit qui, comme Jules Renard le rappelait, ce n'est pas bien, mais c'est déjà ça le mauvais esprit. Voilà. Donc, un peu d'architecture du XXe siècle. C'est intéressant aussi parce que, comme la dernière fois avec le XIXe, c'est vrai que l'image de Versailles n'est pas attachée au XXe siècle. On pense à Versailles royal, on l'a vu ensemble dans le premier cours sur Louis XIV, on pense bien sûr à ce Versailles Louis XV délicieux, on pense au Versailles néoclassique de Louis XVI, mais après, spontanément, ce n'est pas une ville qui est sollicitée dans les histoires urbaines pour illustrer le 19e siècle, comme j'ai essayé de le montrer dans le dernier cours, qui est quand même très riche à Versailles, très intéressant, on l'a vu, et encore moins le 20e. Et c'est d'autant plus intéressant que cette image est fausse, comme on l'avait dit d'ailleurs pour l'image politique de la ville au 19e siècle, qui n'est pas une ville conservatrice, mais plutôt une ville progressiste. Eh bien, en fait, Versailles regorge d'architecture du 20e siècle. Alors après, on peut s'intéresser plus ou moins au patrimoine contemporain, considérer plus ou moins que son apport est intéressant ou pas. Moi, je considère que, comme disait Flaubert, il suffit de regarder une chose longtemps pour qu'elle devienne intéressante. Donc, pourquoi pas jeter un regard sur l'architecture contemporaine à Versailles, d'autant que, alors là, c'est un constat, l'actuelle municipalité a une politique dans ce sens assez affichée et elle a lancé un certain nombre de chantiers qui vont durer encore 10, 15, 20 ans. Et donc, il y a une volonté politique. Il peut ne pas y avoir de volonté, ce n'est pas une obligation. Il y a des villes qui se laissent vivre, voilà. Puis il y a des maires bâtisseurs. On connaît les deux extrêmes, si vous voulez. Alors, dans les maires bâtisseurs, il y a toutes sortes de gammes. Ça va de la folie totale à l'intérêt pour la ville, en passant par des degrés de coloration, etc. Donc, il faut s'en réjouir. D'abord qu'il y ait un intérêt politique pour la ville, un intérêt politique pour l'urbanisme, pour une autre raison très simple, c'est que si vous avez suivi à peu près ce que je vous ai dit, pour moi, l'architecture, c'est la politique en 3 dimensions. Donc, il faut évidemment rester vigilant sur ce que l'architecture et l'urbanisme peuvent nous dire de la société dans laquelle nous vivons, de l'accord social ou pas qui peut se trouver, de la manière dont le politique implique le citoyen dans la démarche de transformation de la ville. C'est une autre des questions qui est complexe, évidemment, et qui est spécialement débattue depuis une quarantaine d'années en France, puisque le système démocratique traditionnel, le système représentatif, ne fait pas une place énorme, évidemment, aux citoyens dans des questions comme celle de l'urbanisme, qui sont pourtant des questions qui concernent au premier chef directement, même dans son paysage urbain, mental, quotidien. Donc, il s'agit là d'associer aujourd'hui le citoyen d'une manière qui soit plus forte et qui ne peut pas être tous les 6 ans avec un bulletin de vote, évidemment. C'est plus compliqué que ça. Donc, l'architecture est assez rapidement un lieu de fixation, de cristallisation. C'est aussi ça la difficulté de ce cours d'aujourd'hui, parce qu'on cite des bâtiments et à chaque fois, on pense à une polémique. Parce que, comme ce sont des sujets complexes, fragiles, qui mobilisent la société, qui mobilisent différents tempéraments, différentes sensibilités, eh bien, ça provoque des difficultés. Et ces difficultés, elles sont gérées par des crises médiatiques. C'est facile, on fait un article dans la presse pour dénoncer telle ou telle chose.
Des crises politiques, c'est plus rare. Il y a des maires qui sont battus aux élections à cause d'un projet immobilier. Ça arrive, mais ce n'est pas central dans l'histoire de la démocratie municipale en France. Et puis, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, il y a toute une activité des tribunaux de la République, qui sont les tribunaux administratifs, en l'occurrence, avec l'histoire de l'architecture contemporaine, où là, le citoyen entre dans le jeu, mais par une porte latérale qui est celle du tribunal, c'est-à-dire du droit. Dans un état de droit, il faut se réjouir qu'il y ait des recours des citoyens. Vous savez, on entend souvent des promoteurs dire que c'est scandaleux qu'il y ait des recours. Oui. Moi, je connais des pays où il n'y a pas de recours, mais je n'ai pas du tout envie d'y vivre. Voilà. Donc, le recours, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est la société civilisée. Donc, voilà, pourquoi pas. Il ne faut pas faire de recours abusif, bien sûr. Donc, toutes ces questions expliquent que l'architecture contemporaine, dès qu'on en parle, il y a une espèce d'angoisse. Est-ce qu'on ne va pas sortir de la route? Est-ce qu'on ne va pas aller trop loin? Et donc, il faut regarder les choses calmement. Et peut-être, je crois, c'est l'avantage de ce cycle, de toujours garder le temps long présent à l'esprit, pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas commettre d'erreurs. Il y a des ruptures, comme toujours. Et la rupture, c'est la base de la modernité. La base intellectuelle de la modernité, c'est d'être persuadé que la rupture, c'est positif et de faire rupture. Mais l'historien est beaucoup plus circonspect. D'abord, sur le plan philosophique, pourquoi faire rupture ou pas rupture, ça, ce n'est pas le problème de l'historien. Mais en revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir le temps long, qui est souvent beaucoup plus fort que la rupture. Et donc, si on a pris le recul depuis Louis XIV, comme on l'a fait ensemble, on va pouvoir peut-être calmement regarder tout ça avec un peu de détachement, quelquefois peut-être un peu d'humour, d'ironie, on verra, mais en tout cas d'essayer de rendre l'épaisseur de cette histoire. Par ailleurs, le XXe siècle, si on se place maintenant d'un point de vue un peu plus méta-politique, si j'ose dire, c'est un siècle sur le plan de l'urbanisme qui est fondateur pour deux choses. Une chose à laquelle on penserait peut-être spontanément, c'est la rupture de la première grande vague de la modernité, qui est donc la rupture autour des années 1910-1920. La Première Guerre mondiale a joué son rôle, mais ce sont surtout des idées qui ont joué un rôle capital dans cette transformation de la perception de la ville. Et le personnage qui synthétise jusqu'à la caricature cette rupture, c'est Le Corbusier, bien sûr. Le Corbusier, vous le connaissez comme architecte, mais c'est d'abord, fondamentalement, un homme qui a pensé la ville et l'urbanisme. Et dans cette démarche-là, il a fait des propositions choc, en partie, d'ailleurs, c'est très intéressant, des propositions de provocation, parce que c'était un brillant polémiste et un redoutable écrivain. Si vous lisez ses saillies, il y a des choses dont on se relève difficilement. C'est un peu comme Voltaire. Quand vous avez un épigramme de Voltaire sur le dos, c'est difficile de s'en sortir. Le Corbusier a le sens de la formule, il sait utiliser les nouveaux médias à son époque, et donc il a mis en scène sa personnalité comme ses œuvres, comme sa pensée. Et dans un mouvement qui était mondial, les congrès internationaux d'art moderne, les fameux SIAM, il a posé une doctrine qui a touché très profondément non seulement les villes, mais aussi la pensée que les gens avaient sur les villes, architectes, ingénieurs, politiques, édiles, et puis quelques citoyens aussi. Donc, on ne peut pas négliger cet extraordinaire moment de la pensée où des hommes ont pensé l'inverse de ce qu'on avait toujours pensé dans l'histoire urbaine. Ils ont renversé, en fait, la table Renaissance, celle d'Alberti, celle qu'on avait toujours pratiquée depuis le XVIe, depuis même le XVe siècle dans l'Italie, telle que l'Italie, en tout cas, nous l'a appris. Et ça, c'est le XXe siècle tel qu'on l'imagine. C'est la marche en avant, c'est-à-dire que l'art avance toujours mieux, les transformations et le progrès de la société vont toujours dans le même sens, et donc le XXe siècle, c'est un siècle de libération. Alors, évidemment, maintenant que le XXe siècle est fini, nous avons vu que le film ne se terminait pas tout à fait comme c'était dans le pitch, et donc nous sommes plus circonspects sur cette histoire-là. Mais enfin, c'est l'image qui domine. Elle est aussi en grande partie d'ailleurs fausse, qui est ce siècle de la modernité. Parce que l'autre réalité du XXe siècle, et à Versailles, c'est le terrain de jeu que je vous propose aujourd'hui d'explorer, évidemment, c'est le patrimoine. Le patrimoine, pas les monuments historiques, comme on l'avait créé dès le XIXe siècle, avec le système de Louis-Philippe qui se met en place en 1830, au lendemain de la Révolution qui le porte au pouvoir, le fameux service des monuments historiques, avec l'inspecteur, Mérimée, Viollet-le-Duc, tout ça. Ça, c'est une histoire du XIXe siècle. Mais au XXe siècle, c'est une autre histoire, l'histoire du patrimoine. Une histoire qui devient
beaucoup plus large dans sa chronologie, puisque ce qui passionnait les gens du 19e siècle était très circonscrit. Hein. Les premiers écrits des monuments historiques considèrent que l'Antiquité intouchable, le Moyen-Âge formidable, au-delà du Moyen-Âge, il y a beaucoup d'archéologues distingués de l'école des Chartes en 1860 qui expliquaient qu'après 1500, c'est la dégénérescence complète de l'art en France. On en est un tout petit peu sorti, mais le patrimoine au XXe siècle, c'est un mouvement de pensée qui va prendre en compte tout le patrimoine, y compris le patrimoine de ce siècle-ci, c'est-à-dire du XXe. Et on pourrait presque dire que le fantasme absolu des architectes contemporains qui font des grands bâtiments commande publique aujourd'hui, ce serait d'être inauguré un jour et le lendemain classé monument historique. Hein. C'est un joke qu'on entend dans les couloirs des ministères. Bon, donc le patrimoine, c'est un champ extraordinairement large chronologiquement parlant au XXe siècle, et c'est aussi typologiquement un champ complètement différent. C'est-à-dire qu'évidemment, au XIXe siècle, on s'est concentré sur les cathédrales, les églises, les châteaux, les hôtels particuliers. Avec le patrimoine tel que nous l'entendons aujourd'hui, dans la révolution vraiment épistémologique qui a eu lieu, le patrimoine, c'est aussi bien le lavoir de votre grand-mère, une tour des années 60, une station EDF, une gare des années 50, que sais-je encore, une usine, bien sûr, des HLM. Et aujourd'hui, le label patrimoine 20e, qui est reconnu par la loi de 2016, qui est la dernière votée, qui a remis un peu tout ça sur le métier, eh bien, c'est une labellisation qui évolue avec le temps. Donc, c'est un label sur 100 ans, et puis chaque année passant, ça se décale comme ça. Donc, il y a vraiment l'idée profondément, si vous voulez, que le patrimoine n'est pas figé ni à une époque, ni dans un type d'édifice. Donc, avec la ville de Versailles, très ancien régime, très monarchie, très grand genre, ça va être intéressant de voir comment ça bouillonne entre les deux, puisque la difficulté, et c'est tout l'intérêt de ces deux lignes que je vous propose de poser en introduction, tout l'intérêt de ces deux lignes, c'est évidemment le moment où elles vont se rencontrer. La ville totalement patrimoniale qui est dans son coin, et puis la ville totalement moderne qui est dans son coin, ça ne serait pas intéressant, puis ça n'existe pas, évidemment. Ce n'est pas possible. L'histoire urbaine, ce n'est pas ça. L'histoire urbaine, c'est forcément un mélange, c'est forcément un court-circuit, c'est forcément un choc. Et Versailles n'a pas échappé à ça. Donc, on va regarder comment, et c'est la même histoire à Paris, mais Paris a des attendus plus complexes, parce que le patrimoine parisien est plus divers que le patrimoine versaillais, mais ce qui fait la force de Paris comme la force de Versailles, c'est la tension entre les deux, entre cette volonté de la modernité et cette volonté du patrimoine. Ce ne sont pas les mêmes administrations, ce ne sont pas les mêmes études pour les architectes, ce ne sont pas les mêmes pensées. Et pourtant, il faut que tout le monde travaille ensemble parce qu'au milieu, il y a le citoyen et l'intérêt de la cité. Donc, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans cette approche. Alors, dans le sous-titre, j'ai mis variation, pastiche et néo parce que c'est très fort à Versailles, vous allez voir, mais ce n'est pas unique, évidemment. Donc, il y a une porte de sortie heureuse. Ce n'est pas seulement ici un cours pour se moquer, un cours pour réfléchir, évidemment, sur cette architecture. Bon, il est clair que Versailles, et je reprends cette éternelle vue que j'ai montrée à chaque fois, qui est polysémique, on peut l'interroger à chaque fois différemment. Elle n'est pas sortie du trident de le nôtre de 1662, elle n'est pas sortie de l'espace horizontal qui provient de la servitude d'un Altus Tolindi du roi à partir de son château. Et depuis qu'on a décapité au XXe siècle le clocheton de la mairie Néo-Henri IV qui est à côté d'ici, eh bien, la ville est une ville horizontale. Rien que ça, c'est exceptionnel. Alors nous, on est habitués à ça. Enfin, si quelqu'un mettait une tour sur l'avenue de Paris, on serait peut-être un tout petit peu étonné, mais voilà, Versailles est une ville horizontale. C'est une chose exceptionnelle aujourd'hui, parce que la ville horizontale, c'est une ville qui est devenue ultra minoritaire dans l'histoire de l'urbanisme contemporain. Aujourd'hui, on nous explique que la modernité, c'est la tour. C'est très curieux d'ailleurs parce qu'en réalité, la tour, c'est un très vieil objet. Les premières tours datent des années 1920, donc ça a plus d'un siècle. Donc c'est très, très dépassé comme modèle. Si on est toujours à la pointe du progrès, il faut faire attention parce qu'on est rapidement doublé. Donc la tour, pourquoi ce serait plus moderne qu'une maison d'un étage? Ce n'est pas très clair. Il y a des villes avec des tours. Il y a un discours sur la tour, par exemple. Si je prends l'exemple de Paris, qui n'a rien à voir avec Versailles, on nous dit à Paris, il n'y a pas de tour, quelle honte pour une grande capitale internationale.
Alors, déjà, les gens ont des problèmes de vue, parce qu'il y a 100 tours à Paris. 100, je les ai comptés parce que j'en avais un petit peu assez d'entendre des bêtises. Donc 100 tours, c'est pas nul quand même, pour une ville qui n'est pas très grande au sol, Paris. Hein. Et puis, il y a le regard sur l'autre. À New York, c'est beau New York, les tours de New York. Et Londres, oui, mais Londres a été rasée par le Blitzkrieg. C'est pas du tout le même cas que Paris. Il faut faire attention aux comparaisons avec les villes. C'est très, très compliqué. Une ville, c'est un territoire, un climat, une histoire. On ne peut pas comparer les villes, ça n'a pas de sens. Il faut faire très attention. Ça peut avoir du sens, mais il faut peser ses arguments. Les grandes villes horizontales, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Vous avez Rome, par exemple. Rome, c'est une ville fondamentalement horizontale, à l'exception de la machine à écrire de Victor Emmanuel II, bien sûr. Mais Versailles est une ville horizontale. Voilà. Ça ne durera peut-être pas, mais ça fait partie du patrimoine versaillais et d'une certaine manière de sa modernité, puisque c'est très rare. Et donc, ça l'isole de beaucoup d'autres villes. Et non seulement il n'y a pas de tour à Versailles, mais il y a peu de bars. Alors, bien sûr, je parle du Versailles central. Je ne vais pas aller gratter dans le fond des quartiers périphériques. Mais enfin, beaucoup de villes ont aujourd'hui une tour en plein cœur de ville, parce que ça a été un mouvement dans les années 60-70. Vous allez à l'est, dans le Gard, c'est un ravissant petit village, tout d'un coup, il y a des tours en plein milieu, parce qu'il y a un maire fou qui a pensé que c'était mieux d'entrer dans le 20e siècle, à l'époque, comme ça. Promenez-vous dans les grandes villes de banlieue autour d'ici, il y a rarement des villes qui ont échappé complètement à l'idée de la tour comme un geste obligatoirement moderne. Et puis des villes très, très anciennes, avec des patrimoines très importants comme celui de Versailles. Hein. Je pense au centre-ville de Nantes, par exemple, avec la tour Bretagne. Hein. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que vous avez déjà sur cette photographie quelque chose d'exceptionnel, qui est cette horizontalité versaillaise qui n'a pas été touchée. Et ça, c'est un héritage tout à fait extraordinaire. Alors, est-ce à dire qu'il ne s'est rien passé? C'est ça le danger, c'est de penser que Versailles n'a pas bougé au fond depuis un siècle. Pas du tout. On en était resté la dernière fois au moment où nos petites troupions allaient partir à la guerre. Hein, vous vous souvenez, on a été arrêté juste en 1913 avec le Trianon Palace. Et on va reprendre avec l'entre-deux-guerres, hein, qui va être ma première sous-partie, si j'ose dire. Et l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire un moment assez fascinant où la rupture a eu lieu intellectuellement de la modernité architecturale et aussi artistique. Il faut penser à Picasso, bien sûr, à Mondrian, etc., à la musique tonale, etc. Et en même temps, évidemment, une crise terrible, crise liée à la guerre. La France saignait dans ses forces vives, économiquement aussi, et pas seulement humainement, avec une crise fantastique en 1929 qui va avoir un très fort impact sur l'économie et la vie des gens, et donc sur la construction, hein, avec une politique, non pas de New Deal, la Troisième République n'a pas été aussi loin que Roosevelt, mais enfin avec des politiques de travaux, ça a touché à Versailles évidemment aussi, donc relance par les travaux, et puis un accident qui était prévu par les esprits les plus fins tout de suite dès 1919, c'est-à-dire que les Allemands sont revenus. Hein. C'est 1919, Jacques d'Inville, les conséquences du traité de Versailles. Voilà. Les Allemands défileront en même temps à Paris. C'est difficile de lire un livre d'histoire aussi prémonitoire, c'est presque angoissant. Voilà, donc la modernité, c'est un tout petit moment assez fascinant, et c'est aussi un moment où toute l'école architecturale a été formée, biberonnée au canon de l'école des beaux-arts. Et donc, les architectes qui sont amenés à faire la rupture sont des gens qui ont une immense culture. Il faut faire aussi attention à ça dans la critique de l'architecture contemporaine. On est facilement agressif ou on emploie des noms d'oiseaux très souvent. Mais les grands architectes de la rupture sont des gens qui avaient une culture encyclopédique. Et Le Corbusier, qui fait souvent des démonstrations de provocation, ou qui peut faire même penser qu'il est un peu barbare sur les bords, c'est des gens qui connaissaient par cœur toute l'histoire de l'architecture et qui n'avaient pas de rupture dans la façon de regarder l'architecture. Donc, cette modernité versaillaise, elle existe, elle aussi, dans les années 20-30, ce qu'on appellerait l'art déco. Hein, et je voudrais qu'on en parle parce que c'est assez passionnant. Alors, la dernière fois, on avait beaucoup parlé du quartier Glatini, hein, derrière la gare Rive Droite, vous vous souvenez, qui est un des grands lotissements de la Troisième République, avec ses villas en meulière. Hein. Il y en a une en face de Richaud, fantastique. Hein. En ce moment, les arbres n'ont pas de feuilles, on la voit très bien. Et puis, quand on arrive de Paris, dans le train de la gare Rive Droite, on voit un dôme tout d'un coup qui sort des maisons sur la droite. Et ce dôme, il est très intéressant parce que dans la partie supérieure, on aperçoit bien du train, il ressemble à Saint-Paul-Saint-Louis, l'église des Jésuites du Marais à Paris, qui est la grande église Louis XIII de Paris.
Et puis quand on va devant, c'est quand même autre chose. Donc c'est l'église Sainte-Jeanne d'Arc, donc qui s'installe dans ce fameux quartier où on avait vu aussi la synagogue, rue Albert Joly. Donc un quartier où il y a une architecture vraiment très différente. Ici, l'architecte, c'est Albert Gilbert, avec son frère, sont deux architectes assez connus en ces années-là, aujourd'hui un peu inconnus au bataillon, ce n'est pas très grave, ce n'est pas des immenses architectes, mais font partie de cette génération d'architectes de l'école des beaux-arts qui ont une grande culture, et notamment ici, confrontés à une commande religieuse post-séparation des églises et de l'État. C'est une construction du diocèse, ce n'est pas la ville qui est derrière, et à un moment où la grande réforme liturgique qui va aboutir à Vatican II, pour l'instant n'est pas faite, mais on se pose beaucoup de questions, comme on s'est toujours posé beaucoup de questions dans l'histoire de l'Église, sur la forme des églises. Quel est le bon style? On ne croit plus maintenant que c'est le style gothique, comme l'avait voulu Viollet-le-Duc et ses émules. On pense qu'il faut chercher d'autres modèles. On s'est beaucoup intéressé à l'art roman, et des gens comme Abadie au Sacré-Cœur ont fait des propositions radicalement différentes de celles des élèves de Le Corbusier. Et maintenant, on en vient plutôt à un style qui ramène l'Église vers une écriture qu'on peut appeler aussi romano-byzantine, puisqu'il y a des influences, évidemment, notamment à cause du plan centré lié à l'architecture orthodoxe. Vous voyez, ici, c'est un carré, en fait, cette église, et de ce carré s'élèvent 4 façades à fronton, à pignon, et au centre du carré, il y a un nouveau carré qui inscrit un cercle et qui s'élève, et ce cercle, c'est le dôme, sur son tambour, dont les baies, vous voyez, sont couronnées de petits frontons triangulaires, comme une corniche qui danse. Et ce motif de l'église massée, un plan carré, ramassé, avec au centre un grand dôme, ça c'est vraiment une écriture qui n'est pas du tout liée à l'héritage du 19e siècle. Là, on va chercher beaucoup plus loin. Et regardez la manière aussi dont la grande rosace de la façade est complètement démesurée avec ce remplage en carré dans le cercle. On voit bien les jeux de volume. Et là, on voit déjà cette modernité. Elle est beaucoup plus forte parce que c'est un bâtiment en volume. Et la modernité, elle passe par une épuration du décor, du chichi, de l'inutile. Il y a tout un discours dans la rupture, vous le savez, très hostile à la décoration sculptée, par exemple, très hostile aux corniches, très hostile aux bandeaux, très hostile, bien évidemment, à tout ce qui pourrait être gracieusement fait, etc. Aller à l'essentiel, donner la vérité de l'architecture. Il y a tout ce discours qui est très prégnant dans la modernité. Donc là, on voit très clair le pignon de façade, les 2 petits bras du transept, le dôme qui est clair à l'intérieur. Voilà, c'est efficace. Et l'édifice est très différent vu du train et vu évidemment quand on est devant ici. Vous voyez, on est très tôt, 23-26. J'ai mis les dates à chaque fois pour qu'on soit bien au carré. Et l'intérieur, si vous êtes rentré, parce que c'est. Alors peut-être on n'a pas ces habitudes dans ce quartier, mais c'est quand même formidable. Si vous aimez cette architecture-là, évidemment, parce que c'est une architecture du béton. L'autre grande révolution de la modernité, c'est le béton. Attention, le béton, c'est une vieille affaire. Le premier brevet, si j'ose dire, c'est 1851. Les Français sont des pionniers de l'histoire du béton. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on a les plus grands groupes de BTP du béton sont français dans le monde. Je ne cite pas de nom pour ne pas faire de publicité, mais vous m'avez vu arriver avec mes gros sabots. Et donc, ça vient d'un héritage historique. Ce n'est pas le hasard. Il y a en France une tradition du béton. Et le béton, qu'on a commencé à utiliser très, très peu au 19e siècle, dans la seconde moitié, parce que l'acier, le fer forgé, puis l'acier, la fonte, pardon, puis l'acier, évidemment, ont dominé, pensez à la Tour Eiffel, au Grand Palais. Mais quand on passe 1900, le béton commence à sérieusement prendre ses lettres de noblesse. Et il est porté dans des immeubles de rapport, puis dans des bâtiments publics, et puis dans des églises. Première église en béton, énorme scandale. La mairie de Paris refuse le permis, c'est avant la loi de séparation, c'est Saint-Jean-des-Briques, à Montmartre. D'Anatole de Baudot, l'élève de Viollet-le-Duc, Saint-Jean de Montmartre, qui est place des Abbesses, une église absolument sublime, si vous aimez l'architecture moderne. Donc ici, regardez l'extraordinaire système qui permet d'avoir ces très grandes lunettes. Il n'y a pas de mur, en fait. L'arc commence presque au niveau du sol. Et puis, ce tricot, le mur est comme tissé avec ces grands panneaux qui sont montés. Et c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Et si vous regardez maintenant la façon dont les 4 énormes arcs se croisent et engendrent
on va prendre un petit pointeur, engendre ici cette espèce des coinçons. Hein. Donc, c'est un jeu aussi sur la tradition qu'on a vu avec la cathédrale et avec Notre-Dame, hein, de la coupole sur le carré, du transept. On a vu ça déjà ensemble. Hein. Et voyez ce que ça donne si on se décale et qu'on regarde l'angle. Donc, on est dans des espaces à la fois traditionnels, hein, on a déjà vu ça depuis l'Antiquité, hein, et l'époque romane l'a beaucoup fait, hein, avec la tour-lanterne qui précipite la lumière sur le maître-autel, et en même temps, évidemment, il y a une écriture contemporaine, épurée, très, très étonnante. Regardez même la citation ici, hein, de cette partie qui permet de passer du carré à l'octogone, hein, avec ici cet écoinçon, c'est quelque chose d'assez brillant et qui fait écho à cette grande partie ici. Donc, on voit bien comment l'art religieux est tout à fait habité, hein, par la question d'une réforme moderne de l'espace sacré, et la grande décoration du chœur, hein, du cul-de-four, hein, énorme au-dessus de l'abside, c'est une femme qui peint, une femme peinte, voilà, l'époque que nous traversons se réjouit, puisqu'on cherche beaucoup de femmes peintres en ce moment dans les musées, dans les monuments. En voilà une, c'est une élève de Maurice Denis, et on est là dans la grande réforme, évidemment, du décor religieux qui sort de ce qu'on appelle avec mépris le style Saint-Sulpice, et qui va chercher un retour de la fresque, un retour des grandes figures, hein, comme la mosaïque du Sacré-Cœur qui date de 1920. Et là, on va chercher donc une esthétique beaucoup plus monumentalisée. Regardez les figures, évidemment avec Jeanne d'Arc. Alors, vous avez compris, j'ai oublié de le dire, mais vous le savez mieux que moi, hein, 1920, Jeanne d'Arc est canonisée par l'Église, et donc Sainte Jeanne d'Arc peut avoir des églises qui lui sont dédiées, avec le lien très fort avec la nation et la guerre évidemment la guerre de 14. Hein. Tout le monde s'est mis au front, l'Église catholique aussi, la République s'est réconciliée, beaucoup de curés sont morts pour la France aussi. Et donc là, Jeanne d'Arc, la République est d'accord avec l'idée qu'on peut canoniser Jeanne d'Arc. Hein. Ce n'est pas pour rien que le général de Gaulle, qui connaissait son histoire de France, utilisera la croix de Lorraine, qui est celle d'Anjou, pour la résistance, évidemment. Mais si je ne m'éloigne pas trop de Sainte Jeanne d'Arc, et que je vais voir la maison Cassandre, qui a été faite pour un affichiste, là, j'ai l'architecte Auguste Perret, qui est un des maîtres de la modernité, hein, de cette modernité-là. Ce n'est pas la même modernité que Le Corbusier, très clairement, hein, mais c'est un des maîtres de cette architecture. Avec son frère, ce sont en fait des entrepreneurs qui sont liés au béton, et il propose ici une maison qui est en rupture complète avec évidemment le Versailles traditionnel que nous avons vu, hein, depuis le XVIIe siècle. La maison offre une façade assez austère sur la rue, bien sûr, parce qu'il y a derrière un jardin, donc il y a un effet de recto verso. Donc on est un peu perdu tout d'un coup, tous les canons habituels, l'idée d'avoir un socle qui forme rez-de-chaussée, avec un bossage éventuellement ou pas, l'idée d'avoir un étage bien marqué, là on voit les fenêtres en continuité, les petites fenêtres du rez-de-chaussée, les hautes fenêtres de l'étage. Mais il y a une corniche qui souligne l'édifice, vous voyez. Ça, chez Perret, on n'abandonne pas du tout la grammaire de l'architecture traditionnelle. La corniche, vous voyez, elle est assez soignée. Hein. Vous avez une première moulure, une doucine, et puis la partie supérieure ici, droite. Le petit attique, on va chercher une lumière zénitale, c'est une sorte de lucarne dilatée. Hein. Mais on est très très loin quand même de la maison traditionnelle. On a aussi une absence complète de décor, ni sculpture, ni peinture. Alors là, comme l'enduit n'est pas très bien sur la photo, j'en ai une, voilà. L'enduit mérite un peu qu'on le refasse. Et vous voyez en réalité que, là aussi, la façade est très trompeuse, puisque si je me décale au carrefour, je découvre qu'en fait, la maison est composée de 2 corps de bâtiment. Le second à l'arrière est un petit peu plus haut, et on voit très nettement les volumes s'emboîter. Ça, c'est une des choses que la modernité veut porter, hein, c'est l'emboîtement, la lisibilité des volumes, plutôt que des grands bâtiments déguisés avec des frontons, des grandes toitures à la française, etc. Donc une architecture de l'austérité, de la force. Regardez les angles, simplement l'arête à nu. Hein. Et alors c'est très beau quand c'est tout neuf, quand c'est très propre. Hein. Cette architecture-là, elle ne souffre pas le négligé. Hein. C'est un petit peu moins vrai de l'architecture ancienne, qui peut être un peu froissée par le temps. Là, on a envie de passer un coup de propre. Hein. Et c'est vrai qu'on a aussi une image de cette modernité qui est liée à une image de la blancheur. Il faut faire très attention à ça, parce que c'est une conséquence de la photographie noir et blanc.
et notamment des magnifiques photographies qu'on voit dans les grandes revues des années 20-30, l'architecture française, l'architecture, qui sont des magazines qui ont beaucoup circulé, même dans l'illustration, par exemple, qui parlaient beaucoup d'architecture. Et donc, on est habitué à l'idée que c'est forcément blanc. On a fait des découvertes récemment qui remettent un peu ça en cause, et notamment chez Le Corbusier lui-même, notamment à la Fondation Le Corbusier, dans le 16e, on a découvert que le vrai enduit, il était couleur pierre. Et donc, il faut faire attention à ne pas trop, comme ça, croire que les choses étaient automatiques. Ce blanc de la modernité, c'est presque une réécriture. J'exagère un peu en disant ça, mais il faut garder l'esprit un peu en alerte. Donc là, les teintes un peu ocre, ça peut très bien être l'enduit d'origine qui a mal tourné. Alors, évidemment, Perret, avec, j'ose dire, son classicisme, parce que Perret, lui, il ne veut pas aller jusqu'à la rupture. En fait, c'est un moderne, il utilise le béton, il utilise la corniche, le toit-terrasse, c'est plus la peine de faire des toitures. Toit-terrasse, c'est la modernité. Alors, le toit-terrasse a un défaut, c'est qu'il fuit, et un toit-terrasse est fait pour fuir. C'est une règle qu'on n'a jamais pu, malgré tous les progrès du monde, améliorer. C'est comme ça. La Villa Savoie n'a jamais été habitable parce qu'il y a eu un défaut de structure dans la dalle de la toiture. Alors ici, pas de toiture. Mais là où Perret se sépare de Corbu, par exemple, vous voyez, les fenêtres sont des grandes fenêtres à la française verticale. Et ça, pour Perret, c'est un absolu. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis un être humain, je me tiens debout face au monde, et donc j'ai besoin d'avoir la fenêtre qui corresponde à mon corps. Donc la fenêtre de Perret, regardez au Havre, elle est verticale. Si je regarde la Villa Bomsel, le chef-d'œuvre versaillais de ces années-là, tout ça c'est protégé monument historique, je vous le signale, aussi bien que les petits hôtels 18e qu'on adore, et c'est légitime. La Villa Bomsel, l'année suivante, 24, Jean Lurçat, plus loin dans la modernité, lui, il applique les fameux canons corbusiens. D'abord, la toiture. Alors ici, il y a une grande barre, donc on comprend qu'il y a une toiture terrasse. Elle fuit tout autant que la toiture plate, mais enfin, c'est agréable de marcher sur son toit. Les Anglais le font depuis le Moyen-Âge. Les fenêtres horizontales. La fenêtre qui est le point de vision horizontal sur le monde. Et donc, c'est l'inverse de la croyance de Perret. Donc, on fait des fenêtres en bandeau. Révolution. C'est vraiment tout d'un coup l'abolition de la fenêtre traditionnelle. Parce que la fenêtre traditionnelle, elle dessine ce qu'on appelle une travée. Vous avez une baie là, et puis classiquement, il y avait une lucarne. Donc l'architecture a été construite en travée. Évidemment, ici, les travées, où elles sont, on devine qu'une travée à droite. Mais est-ce qu'il faut compter comme une travée les deux baies en cercle, qui sont un signe de modernité? La baie en oculus, c'est vraiment quelque chose de très, très typé pour les années 20-30. Alors, c'est plus ou moins commode d'avoir une fenêtre en forme de hublot. D'abord, pour la menuiserie, ce n'est pas très commode, et donc ça pose un certain nombre de difficultés. Mais par exemple, voyez, regardez tout à fait à gauche, vous avez la grande baie allongée qui a l'air de correspondre au premier étage. Pas facile non plus de savoir les niveaux. Et puis, juste au-dessus, vous avez un oriel, donc une partie qui s'avance, qui agrandit la pièce et qui est aussi quelque chose d'assez typé dans cette architecture. Et puis, le grand mur complètement blanc, les arêtes à vif, la corniche réduite à sa plus simple expression. Pour Lurçat, la corniche, c'est ce qu'a dit Adolphe Floss et Corbus, ce sont des éléments superficiels et qui vont disparaître. Pour eux, ce sont des corps morts. Il y a une agressivité terrible. Alors voilà, beaucoup plus agréable, évidemment, de voir la photo noir et blanc. Vous voyez, avec les lettres B du propriétaire dans la grille. On reste quand même très content de soi. C'est comme les aristocrates qui mettent leur blason, n'est-ce pas? Donc, on a mis la lettre B de Bomsel. Et puis, vous voyez donc la façade claire et ses ouvertures. Alors, la menuiserie aussi est moderne, elle est métallique. On abandonne la menuiserie en bois. La menuiserie en bois, elle a un défaut, elle gonfle. Alors, la menuiserie métallique aussi, en réalité. Et surtout, il faut la peindre très souvent, parce que le bois, il a une réception de la pollution extérieure qui est assez forte. La menuiserie métallique, on la peint avec une peinture spéciale et elle a un chic. Et puis surtout, elle donne des sections extrêmement minces. Et donc, ça fait une chose très, très agréable. Et donc, plus de lumière. On est toujours dans l'idée qu'on va finalement aller chercher de la lumière. Si on voulait un tout petit peu forcer le trait, on pourrait dire qu'on revient au fond à la pensée médiévale. La pensée médiévale, c'est de ne pas faire des façades symétriques, c'est de faire des façades qui correspondent à ce qu'il y a dedans. Donc, si à la salle à manger, il faut une grande fenêtre, s'il y a une chambre, il faut une petite fenêtre. Bien, au Moyen-Âge, on faisait deux fenêtres complètement différentes. Ça n'empêchait personne de dormir. Au XVIIe, on a voulu absolument que toutes les façades soient très, très ordonnancées, quitte à faire des fausses fenêtres ou des demi-fenêtres.
Et là, ben, on revient à l'idée que les fenêtres correspondent à ce qu'il y a derrière. Et peut-être que ces deux petites merveilles, regardez, celle-ci, elle est entrouverte avec le battant métallique qui a pivoté, c'est peut-être les salles de bain, ou c'est peut-être l'entrée ici. Bref, on peut imaginer aussi ce qu'il y a derrière de manière très, très performante. La maison n'est pas sur rue, mais très légèrement séparée par cette grille qui permet cet arbre ici. Et puis, vous avez un jardin derrière. Donc, c'est vraiment une maison de maître. Hein. Un jardin qui lui-même est une œuvre d'architecture, hein, avec ses allées, ses différentes essences, des éléments architecturaux, hein, des bancs, des socles pour mettre éventuellement des œuvres d'art. Et vous avez ici une façade beaucoup plus percée. Donc là, toujours le même rapport. Hein. Côté ville, pas trop d'ouverture. Côté jardin, on profite évidemment au maximum des vues, avec à nouveau un oriel donc qui s'avance cette fois-ci au-dessus de la porte de communication de manière plus importante sur les deux niveaux, alors que l'oriel sur rue ne correspondait qu'à un. Et puis, vous avez ici une énorme terrasse hein, qui permet de démultiplier l'usage de cette pièce et un escalier qui permet d'aller directement au jardin depuis l'étage. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez dans le temps, qui sont là transcrites de manière très, très performante. Ce qui est bien avec cette photographie, évidemment, c'est de voir la maison d'à côté. Alors, vous voyez, la maison d'à côté, là, très traditionnelle, avec son petit enduit, ses petites lucarnes, la petite corniche. Là, du jour au lendemain, il est dépassé par le voisin. Il ne peut pas lutter, là, vraiment. Voilà, une autre photographie plus près. On voit aussi comment le soleil hein, joue hein, sur ces grands aplats. Et là, on revient à la grande idée, au fond, d'un homme qui a changé l'histoire de l'architecture, c'est Palladio. Hein, Palladio qui fait ses grandes villas avec ses enduits très clairs pour attraper le soleil vénitien de la terraferma. Et là, c'est la même chose, ce jeu comme ça sur la lumière qui vient taper sur la façade. Là où le 17e, 18e multiplie les lignes, les ressauts pour essayer d'attraper plus d'ombre et de lumière, là, il y a au contraire des effets d'aplat et on ne peut pas ne pas penser à la peinture de la même époque, évidemment. Les intérieurs, pas très versaillais non plus, évidemment. Hein. Mobilier contemporain, l'architecte peut aller jusqu'à concevoir la totalité. Donc, mobilier contemporain, signé par des grands maîtres ou pas, papier peint, tapisserie, parce qu'à cette époque, tous les arts sont toujours mobilisés. Hein. Il y a encore de très grands ébénistes, de très grands artisans du tapis. Regardez ça, par exemple, vous voyez, cette petite jardinière en métal. Hein, c'est rien du tout à l'époque, mais aujourd'hui, c'est des pièces à Drouot, ça vaut des centaines de milliers d'euros, j'exagère un peu, mais voilà, on voit la qualité hein, dans la reconstitution et la grande baie totalement ouverte sur l'espace extérieur. Et voilà la pièce de l'oriel, on découvre, c'est un petit bureau, pour monsieur ou pour madame, je ne sais pas, avec le très beau travail sur le plafond qui termine le cercle à l'intérieur de la pièce, le mobilier qui est conçu presque sur mesure, si vous regardez le coffre avec la table qui se trouve sur la droite dans le renfoncement. Donc une œuvre d'art totale dont cette époque est très friande hein, et dont vous avez des exemples que vous pouvez voir, soit à la Villa Savoie, à Poissy, dans une limite encore plus forte, ou à la Villa Cavrois à côté de Lille, sauvée tardivement malheureusement, et qui a coûté beaucoup d'argent aux contribuables pour être restaurée, remeublée. Mais on voit aussi ces effets d'ensemble et où l'art décoratif français est encore à son meilleur. Alors, j'aurais pu vous montrer aussi, je n'ai pas remis la main sur ma photo, impasse du docteur Wappler, derrière la BN, on va y revenir. Vous avez aussi une villa années 30 très intéressante. Et puis, vous avez aussi un autre phénomène qui est assez courant, on en a déjà parlé, hein, c'est la transformation d'une maison ancienne. On a vu cette maison sur une très vieille carte postale dans le cours sur le XVIIIe siècle, et vous l'aviez vue comme une petite maison XVIIIe blanche. Alors, en 2018, hein, la ville de Versailles a donné le prix du ravalement à cette maison. Voilà, à cette maison qui a été surélevée en 1927, et la surélévation se double d'une réécriture de la façade. Donc, au lieu d'un enduit blanc qui aurait monté un peu plus haut avec une toiture en ardoise, eh bien, l'architecte de l'époque a donc repris avec un décor. Alors, ma photo, évidemment, alors, il y a des carreaux de faïence, des enduits avec cette couleur très, très dense. La photo n'est pas très bonne. Je l'ai prise sur le site du promoteur. Mais voilà, donc on a un immeuble qui est totalement à Versaillais, si j'ose dire. Alors, on a une espèce de rupture, à la fois dans la hauteur, parce qu'on voit très bien que la ligne de front est plus basse sur l'avenue de Sceaux et rue de Satory, et puis en même temps, évidemment, la couleur est complètement folle. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette couleur, quand on voit les immeubles qui retrouvent leur couleur versaillaise, jaune et brique, on voit bien que ce n'est pas non plus complètement coupé d'une histoire versaillaise de la couleur. Hein. Simplement, ici, dans l'écriture années
années 20, avec notamment ces grandes descentes comme des chutes qu'on trouve dans le style Louis XVI, mais qui sont ici, vous voyez, stylisées et qui soulignent les travées de la maison. Donc c'est un composé, en fait, avec une maison dont la silhouette est relativement traditionnelle, rien à voir avec ce qu'on vient de voir, mais en même temps, évidemment, une coloration et des éléments décoratifs qui trahissent une époque particulièrement intéressante de cet art décoratif. Alors, je parlais justement de la Bibliothèque nationale. Quand vous êtes derrière les jardins du préfet, avant d'arriver à Montboron, vous avez un site qui est aujourd'hui cadenassé et abandonné des hommes, qui sont les grands dépôts de la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale a utilisé ces dépôts jusqu'en 1998, au moment de l'installation dans le bâtiment de Tolbiac, qui est un bâtiment qui pose beaucoup de problèmes, pour dire les choses avec pudeur. Alors, ces bâtiments-là, qui ont, j'espère, un avenir proche intéressant, c'est vraiment une introduction dans Versailles d'une échelle tout à fait extraordinaire, qui est à la fois une échelle très monarchique, mais avec une écriture de rupture assez spectaculaire. L'architecte ne vous est peut-être pas très familier parce qu'il est du mauvais côté de la modernité, c'est-à-dire du côté d'une modernité qui n'est pas corbusienne, et donc il n'a pas été considéré après la Deuxième Guerre mondiale comme quelqu'un de très fréquentable. C'est un milieu, l'architecture contemporaine, où on a l'exclusion assez facile et l'anathème assez facile. Et puis, il a été architecte en chef du gouvernement dans une période qui se déroule entre juin 40 et juin 44. Et évidemment, c'est pas très, dans une carrière, ça peut avoir aussi une explication. Ça ne fait pas de lui un nazi, on est bien d'accord. Alors, Michel Rouspitz, premier Grand Prix de Rome, qui était la Villa Médicis en 1918 avec Janniot, le sculpteur, c'est un architecte qui est une sorte de prince et qui va construire dans le grand goût et le grand genre, en allant assez loin dans la modernité, mais en gardant toujours de l'élégance et une sorte de composition à la française. C'est ça qu'il voulait sans doute mettre en avant dans son art. Il a été extraordinairement actif dans les années 30. Vous avez forcément vu de ces immeubles qui sont des immeubles très célèbres à Paris, avec des beaux windows à pans coupés. Le plus célèbre est rue Guinemer, face au Luxembourg. Il a fait la Grande Poste de Lyon, quand vous êtes place Bellecour, qui est un édifice absolument colossal et assez spectaculaire, dans le genre un peu de ce que je vous montre là. Et il a été nommé effectivement architecte en chef de la Bibliothèque nationale sous la Troisième République. C'est un poste qu'il a gardé jusqu'à l'après-guerre. Il est mort un tout petit peu après la guerre. On lui avait confié après-guerre la reconstruction du centre-ville de Nantes, qui avait été malheureusement très bombardé en 1943-1944. Michel Rouspitz propose un bâtiment ultra fonctionnel parce que ce sont des réserves pour décharger la Bibliothèque nationale. Ce n'est pas une salle de lecture. Donc, ce sont des magasins. Et ce que vous voyez là, ce sont les 3 bâtiments qu'il avait prévus dès 1932, qui est la date de l'approbation par l'administration de la Bibliothèque nationale. Chaque bâtiment porte une inscription en grandes lettres latines, en chiffres romains, qui sont la datation des bâtiments. Donc ici, 1933, premier bâtiment qui est le seul de Rouspitz, deuxième 1952, donc ça c'est son agence, sur les modèles du maître, et le troisième tout au fond, 1967 ou 8. Et là, on est un ton au-dessous en termes de qualité, et c'est le plus amianté des 3, évidemment. Alors, regardez le dessin de la grille, avec les lettres que vous n'arrivez pas à lire, des petites lettres métalliques, Bibliothèque nationale, évidemment, l'entrée des fonds, l'entrée du personnel, et donc ces gigantesques magasins, qui sont aussi des chefs-d'œuvre intérieurement d'ergonomie pour le rangement, avec tout le travail de Rouspitz sur les rayonnages, sur les galeries, qu'il avait fait aussi dans la salle Labrouste. C'est lui qui a agrandi et amélioré les magasins de Labrouste. Donc voilà la maquette d'origine. Vous voyez, donc on entre par la grille que vous avez aperçue sur la photo ici. Il y a une sorte de place avec ce parterre très, très classicisant, bâtiment technique, et puis ensuite les grands bâtiments avec une architecture, vous voyez, de façade rythmée par ces grandes verticales de béton, des claustras, béton et verre. Ça, c'est une chose que les années 30 aiment beaucoup. Et puis, la marque du grand architecte, le dessin des 2 auvents en béton qui sont la seule rupture de la ligne droite, des lignes courbes, regardez comme c'est finement dessiné, et toute la métallerie, évidemment, pour les menuiseries de portes et de fenêtres en bas. Voilà ce qui reste aujourd'hui avec le jardin un peu fou. Tout ça, quand ce sera rénové, ce sera un des plus beaux bâtiments de Versailles. Et si vous regardez le détail de l'architecture,
Vous avez donc ça qui est à la fois le jeu sur la colonne et le pilastre. Et puis, regardez, la corniche, très ensaillie à la romaine, donc pour bien souligner la rupture du bâtiment. Après, il n'y a pas de toiture, ce n'était pas la peine, donc c'est un toit terrasse, parce que c'était plus efficace. Mais il faut bien reconnaître qu'on est là dans une échelle monumentale, et cette idée de mettre les pignons sur rue, plutôt que de mettre les trois bâtiments parallèles, de les mettre perpendiculaires à la rue avec ces façades qui sont, regardez, tout de même dessinées, parce que vous avez, regardez, c'est de la pierre qui est plaquée. C'est toujours, avec Rouge-Pit, c'est de la pierre d'Hauteville qui est plaquée sur une structure béton, en fait. Mais il y a un dessin avec des lignes qui carroient la façade. Il y a comme un dessin d'une grille et les grandes lettres, comme ça, simplement. Mais si vous regardez bien, la gouttière ici vous montre que la partie centrale fait un léger ressaut, comme une sorte d'avant-corps. Donc, ce n'est pas un bête mur aveugle, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et on le voit bien sur la maquette, même si ma photo est un peu floue. Vous voyez. Et donc, on est là dans une architecture de l'efficacité quasi-industrielle, mais qui ne sacrifie pas aux détails, néglige pas les détails. Tout est dessiné de manière très, très efficace. Et puis, on parlait de ces plans de relance, évidemment. Une des trois gares versaillaises que nous avions évoquées la dernière fois, la dernière, celle de 1849, les chantiers, va être détruite. La petite gare 19e que je vous ai montrée, qui était très pittoresque, qui ressemblait à une gare d'un village loin de Paris, elle est détruite et on va procéder à un réaménagement de cette place. Et c'est André Ventre, qui est un architecte des monuments historiques assez connu dans les années 30, qui reçoit la commande de cette nouvelle gare des chantiers. Alors, cette gare des chantiers, elle a été considérée à l'époque comme une des plus belles gares de France. Alors, cocorico pour Versailles, Versailles a la plus belle gare art déco de France. C'est intéressant parce que si vous la regardez, alors c'est vrai que le problème d'une gare, c'est que comme on est à peu près sûr qu'on va courir pour rater son train qui de toute façon ne part pas à l'heure, on risque toujours de ne pas vraiment regarder l'architecture. Mais si vous allez à la gare pour rien, regardez les détails de l'architecture et c'est vraiment un endroit très beau. Et surtout parce qu'il y a ce grand volume du hall qui fait écho d'ailleurs au très beau, mais beaucoup plus petit volume du hall de la gare rive droite qui est donc Louis-Philippe, avec ces grandes cartes qui, elles, sont bien des années 30 dans les deux gares et qui vous donnent des paysages stylisés de cette Île-de-France autour de Versailles. Ça, c'est vraiment un patrimoine extraordinaire. Et Versailles a de la chance parce que, vous le savez, la SNCF n'est pas spécifiquement un très grand conservateur de son propre patrimoine, qui est le nôtre. Et il y a eu beaucoup de gares abîmées depuis une trentaine d'années, soit complètement détruites pour faire des choses un peu plus efficaces, soi-disant, soit des gares qui ont été aussi enveloppées dans d'autres bâtiments. Alors, quelquefois, ça fait des choses assez, si vous connaissez Strasbourg, par exemple, c'est assez cruel. Ici, l'avantage de Versailles, c'est que la gare est bien conservée. Donc, vous avez cet aménagement, vous voyez, avec la partie qui permet de descendre pour les véhicules, de monter pour les piétons avec un parvis au milieu duquel il y a un poteau horloge, comme un monument commémoratif, et puis les lignes d'architecture. Alors, je me mets sur le côté. Très intéressant parce qu'on voit le grand espace vide ici qui malheureusement a disparu récemment. Voilà. Et donc la gare se compose, regardez, d'un bâtiment qui en fait, et ça a été souligné à l'époque, alors on a parlé du Grand Trianon, je serais peut-être un tout petit peu moins enthousiaste, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien l'architecte des monuments historiques, la partie centrale qui est le grand hall d'accueil plus important, avec ses 5 monumentales portes-fenêtres, effectivement, dans la tradition Louis XIVienne de la grande porte en plein cintre. Et puis 2 ailes un peu plus basses, très hiérarchiquement disposées, avec des petits auvents parce qu'elles sont en retrait, qui viennent accompagner le monument central. Donc c'est un travail qui est fin et qui, vous le voyez, fonctionne avec l'espace. Il n'y a pas seulement l'horloge comme aujourd'hui, il y a ce pont qui se soulève très légèrement, les grilles qui accompagnent les trottoirs, et regardez même l'écriture ici, avec ce monument qui a disparu, qui vous sert à rentrer dans le parking, à droite et à gauche. Petite vitesse. Ah oui, il ne faut pas rentrer trop vite avec son automobile qu'on vient d'acheter. On a envie de faire du 30 à l'heure, mais non, petite vitesse. Alors, avec une lumière rasante, vous voyez le dessin, regardez le détail. Non seulement, évidemment, la citation de la baie en plein cintre, avec sa clé, comme on faisait des mascarons ou des consoles en clé sous l'Ancien Régime. Les pilastres, ici, regardez, il y a une base, un fût, mais pas de chapiteau. C'est juste une toute petite moulure ici, qui vient souligner, c'est peut-être même du bronze, vous voyez, qui vient souligner l'idée d'une colonne ou d'un pilastre.
dans ces années-là, on n'a pas besoin de copier. On ne copie plus comme au 19e, on suggère. Donc, c'est un dessin très épuré. Et puis, une corniche à doucine, qui est joliment dessinée. Et regardez là, le détail qui montre l'architecture de qualité. Là, ce sont des faces qui appartiennent à l'histoire de l'architecture, c'est l'architrave en fait, et qui s'arrêtent pour laisser les grandes lettres majuscules de la Société nationale des chemins de fer. Voilà. Alors avant, vous avez vu que c'était marqué Versailles. Hein. Et oui, c'est pour ça que c'est aussi large, hein, parce qu'on a perdu SNCF, c'est pas assez long. Voilà. Donc, on a ici quelque chose d'assez remarquable et vous voyez aussi le soin extraordinaire qui a été apporté au monument horloge, qui est très joliment mis en scène comme étant, au fond, la chose la plus importante de la gare après le train, c'est l'heure, les deux étant normalement coordonnés. Et quand vous allez aujourd'hui devant la gare Saint-Lazare, il y a une sculpture contemporaine, évidemment, avec ces horloges cassées. C'est l'enfant de ce très joli monument de Versailles. Mais il y a encore mieux que la gare de Versailles. Si vous faites un tout petit tour sur vous-même, il y a le collège Poincaré, un architecte complètement oublié et qui date de 1934. Donc 2 ans plus tard, hein, l'aménagement de la place des chantiers amène la construction d'un bâtiment absolument 30, avec là le choix d'un matériau qu'on pourrait considérer comme très versaillais de nature, hein, qui est la brique, parce que dans les années 30, à côté du béton, à côté de la pierre agrafée, comme on l'a vu, le tapis de briques en façade est très aimé des architectes et ça donne d'ailleurs un caractère très humain à cette architecture. Donc ici, vous avez au collège Poincaré des choses, école primaire supérieure de jeunes filles. On a changé de société, évidemment. Hein. Vous imaginez aujourd'hui, c'est le procès direct. Et donc, vous avez un certain nombre d'éléments très typés, le grand mur de briques, la corniche de béton saillante, la fenêtre octogonale, encore plus fort que la fenêtre circulaire. Hein. La fenêtre octogonale, avec sa menuiserie de ligne droite croisée ici qui dessine un carré, comme on le voit ici dans cette croix grecque, mais aussi l'auvent en béton qui intègre des luminaires en bronze ou en fer forgé, la grande inscription en mosaïque dorée avec les lettres en mosaïque d'une autre couleur, et bien sûr la porte monumentale entièrement métallisée qui laisse entrer la lumière dans le hall de cette école qui accueille les jeunes filles versaillaises de 1934. Donc c'est vraiment un édifice exceptionnel et ça mériterait d'être protégé. Hein. Celui-là, je ne crois pas qu'il le soit. Et lors de la polémique sur la construction du quartier, François de Mazières avait eu ce mot dans la presse. Il avait dit, au fond, dans ce quartier, ce qu'il y a de plus beau, c'est l'école Poincaré. Tout le monde s'était demandé pourquoi il disait ça. Ben, bien vu, en l'occurrence, parce que c'est vraiment un édifice tout à fait remarquable. Alors, c'est vrai que par rapport à la grande construction de briques parisienne, ce n'est pas le chef-d'œuvre immortel de l'architecture française, mais Versailles peut s'enorgueillir d'avoir, avec cet édifice scolaire, vraiment une architecture typée, moderne, et qui là n'est pas complètement, à la différence de la gare, en liaison directe avec l'architecture du passé. On va voir en permanence ce jeu d'aller et venu hein, dans les exemples que je prends ici. Si je considère exceptionnellement que je peux passer par-dessus la guerre de 40-44, il reste un édifice des années 30 à Versailles, sauf qu'il a été fait dans les années 60 par un architecte qui avait été élevé hein, à cette culture de l'architecture française des années 30 et qui est un admirateur et un suiveur de Auguste Perret. C'est bien sûr le Palais des Congrès de Pierre-Édouard Lambert. Pierre-Édouard Lambert, inconnu aujourd'hui, c'est le fils du fameux Lambert qui a persécuté au château de Versailles Pierre de Nolac, qui le raconte si drôlement dans ses mémoires. Et son fonds d'archives est aux archives de la ville. Alors, ce Palais des Congrès, qui a été inauguré par le maire Mignot, vous voyez les dates, 63-67, c'est un monument des années 30 qui s'est trompé de demi-siècle, si j'ose dire. Je choisis une photo aérienne parce qu'évidemment, c'est très passionnant de voir, vous reconnaissez le Grand Commun, donc l'arrière du Grand Commun, la rue de l'Indépendance américaine est ici, la pièce d'eau des Suisses, évidemment, pas besoin de le dire, et puis le couvent des Récollets. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le plan, et là, la vue aérienne le montre très bien, donc vous avez le foyer et la grande salle. Donc c'est un plan qui, évidemment, est le plan ultra classique du monument de plan centré avec une extension de façade. Tout ça, ça trouve sa racine directement au Panthéon de Rome, si j'ose dire, si on veut faire des liaisons absolument avec le temps. Et je ne sais pas si personne peut se souvenir qu'il y avait là une espèce de petit théâtre des variétés, un bâtiment, vous voyez sur la photographie, qui a été détruit pour faire, parce qu'il manquait quand même le terrain.
Pas facile dans une ville comme Versailles qui est pleine, on l'a dit, de trouver des terrains pour faire des bâtiments publics. Donc là, l'opération se solde par la destruction d'un théâtre 19e considéré à ce moment-là comme de nulle valeur et la possibilité d'avoir un terrain assez en profondeur pour faire cette salle circulaire. Vous apercevez ici le château et le grand commun qui à l'époque est l'hôpital Larrey et qui a encore un étage d'attique qui était une surélévation et qui a été détruite par les monuments historiques pour rétablir le comble brisé que vous connaissez aujourd'hui et qu'on voit sur la photo ici. Voilà. Ça, c'est le comble des années 60. Les dessins qui sont conservés aux archives municipales, on montre très bien un architecte qui a appris à faire de l'architecture dans les années 30. Vous voyez, c'est ces grands dessins sur papier jaune ou sur calque, avec cette manière de poser l'encre très nette. On est après Le Havre, mais c'est vraiment une architecture très en familiarité. La façade manque un petit peu de style. Elle manque de style aussi peut-être parce que les menuiseries, alors regardons le dessin, l'architecte n'a pas pu s'empêcher de proposer une chose qui n'est pas rationnelle. Et là, il se serait fait gronder s'il avait fait ça dans les années 30. Il a mis des fenêtres à petits carreaux. Là, il y a une espèce d'introduction néo-versaillaise qui tombe complètement à plat, évidemment. Et ça tire la façade vers le bas. C'est intéressant parce que là encore, personnalité d'un architecte, fils d'architecte du château, qui a quand même baigné dans les monuments historiques, et au moment de faire un grand geste contemporain, il n'y arrive pas. Il fait une menuiserie de pavillons de banlieue de bourgeois. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. Alors même qu'à l'intérieur, alors ça, c'est les très beaux dessins, c'est des beaux dessinateurs. Tous ces gens-là, ils ont appris à dessiner à l'école, les beaux-arts. Ça, c'est le dessin donc, de la liaison avec l'avenue de Sceaux et la place d'Armes. Donc, le travail sur les escaliers, regardez le dessin, la manière dont les arbres sont vendus, c'est vraiment de très beaux dessinateurs. Mais en revanche, quand vous regardez le grand hall, c'est absolument superbe. Et ça, on n'est pas très loin du maître. Si vous connaissez le Conseil économique et social, l'immense chef-d'œuvre d'Auguste Perret, avec ses colonnes très fuselées, sans base et avec un tout petit anneau qui sert de chapiteau et qui vient recevoir les grandes portées des poutres horizontales. C'est le système poteau-poutre qui est aussi celui des ordres antiques, ici mis en scène avec le renfort des lignes architecturales par le croisement des différentes pierres dans le sol, dans le traitement du sol. C'est vraiment une architecture de très belle facture et le béton est apparent. La façade était avec cette espèce de pierre plaquée. Vous avez vu les faux pilastres, le faux entablement, la corniche. On sent bien qu'il a appris sa grammaire. Ce qui ne va pas, c'est les proportions, évidemment. Là, il s'est un peu trompé dans les proportions. Il aurait fallu mettre une seule grande baie pour que ça ait un peu plus de nerfs. Mais en revanche, ici, on est vraiment très proche de Perret. Et Perret utilise ces colonnes comme ça dans ces grandes salles hypostyles en béton. Béton qui n'est pas du béton brut, ce n'est pas du béton de parking ou de supermarché, c'est du béton travaillé avec des cailloux qu'on retravaille au moment de la pose, quand on le sort de sa banche, quand il est coulé. Et Perret, vous le savez, était un théoricien du béton. Il disait, le béton, c'est plus beau que le marbre parce que c'est moi qui le fais. Et oui, le marbre, c'est Dieu, mais moi, le béton, c'est moi qui le fais. Et donc, on peut lui donner une teinte rose, rosée, tirer plus sur le marron. Donc, c'est vraiment ici une très belle réussite. Voilà le plan. On revient à ce que je disais sur cette extraordinaire partie. Donc, le foyer avec les deux escaliers qui desserrent les balcons. Et en fait, vous êtes dos à la Seine. Et la salle est ici et la Seine est là. La photographie joue un grand rôle, mais c'est aussi une architecture qui ne souffre pas la médiocrité ou le mauvais entretien. Mais vous voyez, la qualité du dessin de la salle, le fait que le béton permet cette portée extraordinaire du balcon, c'est ce que Perret avait montré au Théâtre des Champs-Élysées, bien sûr, son premier chef-d'œuvre. Je rappelle toujours, pour ceux qui s'intéressent à cette période, que le Théâtre des Champs-Élysées, c'est avant la guerre de 14. Ce n'est pas Art déco, c'est avant 1914. Et là, donc, vous avez le grand rideau sur la Seine et une architecture donc, qui est complètement Perret compatible. C'est vraiment la suite de Perret. Regardez tous les détails, la table, le pupitre, les fauteuils. Seuls peut-être trahissent un peu les années 60. Voilà. Donc, vous voyez qu'entre la gare des Chantiers, Poincaré, le Palais des Congrès, même si c'est un peu plus tardif, et puis ces villas du quartier Glatini, l'héritage versaillais de la première modernité de la première moitié 20e est particulièrement intéressant. Et au milieu de ça, Rouge-Spitz avec cette échelle monumentale, qui est une échelle de l'État, bien sûr, mais enfin, évidemment, très intéressante. Bon, donc là-dessus, on est à peu près au carré avec ce que je disais sur cette nouvelle empreinte de la modernité. Mais pourtant, évidemment, on est à Versailles et la force du château, la force des diverticules du château, des écuries, du grand commun,
des anciens ministères de la rue de l'Indépendance, des grandes compositions classiques, tout ça pèse d'un poids extrêmement fort. Donc, je voudrais maintenant m'intéresser à ce que j'ai appelé un air de famille, qui fait que dans Versailles vont apparaître, après-guerre, des bâtiments qui voudraient avoir l'air, mais qui, comme le dit Brel, peut-être n'ont pas vraiment l'air. Voilà, ils veulent avoir l'air. Et ça commence en fait dès avant la guerre, et vous connaissez tous cet immeuble qu'on voit quand on sort de la gare Versailles rive droite, très grand immeuble de rapport, briques et pierre, avec un grand comble d'ardoise. On est dans les années 30, et regardez comment l'architecte a travaillé. Vous avez exactement la composition classique. D'abord, un soubassement à l'immeuble, avec bossage, rez-de-chaussée, entresol. Puis vous avez, alors évidemment, les règles d'urbanisme ont changé, trop d'étages par rapport à ce qu'on faisait sous l'Ancien Régime, 4 énormes étages, l'entresol étant en fait très dilaté. Et puis ensuite, on cache 2 niveaux dans la toiture, un presque avec un comble droit, et puis un qui est un peu amélioré par rapport aux petites lucarnes. Mais à l'angle, vous avez quand même un oculus en plomb de forme ovale. Mais ce qui m'intéresse, c'est les oriels, qui sont assez typés dans l'architecture 30, mais traités en bossage et surtout, regardez, couronnés de pots à feu sculptés, néo-Louis le Vau. Ça, c'est quand même génial. Donc cet immeuble, il veut avoir l'air. Voilà. Il vous annonce, vous sortez de la gare, vous arrivez dans une ville, briques et pierre, Louis XIV. Donc c'est du Louis XIV années 30, ce que mon vieux maître Michel Fleury appelait du Louis XIII radical socialiste. Et si vous, alors je suis désolé pour la publicité pour une banque, hein, je n'ai pas pu faire mieux pour la photo, mais là vous avez donc l'escalier de service avec les petits oculi, mais surtout regardez le niveau de travail des consoles monumentales qui portent l'oriel, hein, avec les gouttes doriques. Ah, c'est un architecte qui a été à l'école. Je n'ai pas trouvé son nom, ça m'a agacé. J'espérais qu'il aurait signé sur la façade, mais je n'ai pas trouvé. Ça doit être dans un permis de construire qu'il faut aller chercher aux archives. Je n'ai pas eu le temps, vous voudrez bien m'en excuser. Donc, il y a un air de famille. Et cet air de famille, évidemment, il peut être aussi un adversaire de la famille. Par exemple, dans l'affaire de la Petite Place, à cause d'une incrustation de l'insalubrité des avant-guerres, le quartier devient signalé comme insalubre. Je ne vais pas développer là-dessus, mais vous savez qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu, à la suite de recherches plus ou moins sérieuses, une idée que l'architecture pouvait tuer les habitants qui l'occupaient. C'est ce qu'on a appelé les îlots insalubres, et on calculait le taux de mortalité à partir du taux de mortalité par maladie contagieuse. Et donc, évidemment, on définissait des immeubles où la mortalité était plus forte, et la concentration de ces immeubles finissait par faire des îlots parce que les cours étaient trop petites, que les cages d'escalier n'étaient pas aérées, etc. Bon, cette histoire avec la tuberculose, évidemment, elle s'est fracassée sur le fait qu'ensuite on a trouvé des médicaments, mais aussi parce qu'évidemment, on meurt de la tuberculose dans des immeubles qui ne sont pas entretenus, mais on meurt aussi de la tuberculose à l'hôpital, et ça ne fait pas de l'hôpital un endroit insalubre. Bon, enfin, bon, tout ça, c'est des polémiques anciennes, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'administration, il y a eu une grande peur. Il y a la contagion, bien sûr, et elle a peur de ne pas pouvoir gérer la situation. Donc à Paris, ça a donné des destructions très célèbres, dont le plateau Beaubourg, qui a permis plus tard l'érection du centre Beaubourg. C'est parce qu'on avait démoli 100 maisons dans les années 30, de peur que l'insalubrité ne soit pas contrôlée par l'administration. Versailles a connu ça, et ici, c'est malheureusement la Petite Place qui a été la victime de ça. Donc voilà, vous avez une photo aérienne. La Petite Place, je vous en avais parlé dans le premier cours, hein, c'est un ensemble Louis XIV qui appartient au programme de la ville royale, qui était caché au centre des îlots. Ça ne se découvrait que progressivement. Ce n'était pas évidemment quelque chose comme la place Hoche. Vous avez les archives ont fait un gros travail aussi, parce qu'il y a un fonds très intéressant de photographie de la Petite Place. Et dès après la guerre, on commence de démolir les maisons. Le Marais était dans le cas aussi d'être insalubre. Le Marais qui a été sauvé in extremis dans les années 60, il a commencé d'être démoli pour des raisons d'insalubrité. Et l'insalubrité a été aggravée par la Deuxième Guerre mondiale, puisque là, tout s'est arrêté, la paupérisation s'est accélérée, et donc après-guerre, on a retrouvé le problème encore pire qu'il n'était avant la guerre. Donc, pour la municipalité versaillaise, ça fait un point de fixation d'insalubrité, ça fait aussi, bien sûr, une population qui est moins sous contrôle social, des pauvres, peut-être des gens qui ne se comportent pas bien socialement, etc., etc. Donc, il faut, et la seule solution de ces années-là, c'est une solution très brutale, qui nous choque évidemment, c'est la destruction. Il y a peu d'architectes à l'époque qui osent dire que c'est fou de démolir ces maisons. Il y en a quelques-uns, et à Paris, le plus célèbre, c'est Albert Laprade,
le grand Laprade, celui qui a travaillé avec Lyautey au Maroc, qui est un des maîtres de la modernité, comme Rouge-Spitz, de la modernité classicisante, dit c'est une folie de détruire ces maisons. Un coup de peinture, l'électricité, l'eau à tous les étages et on repart comme en 14. Mais pour un Laprade, combien d'architectes et de technocrates commencent à dire le bulldozer est la seule solution. Ça permet aussi de chasser la population indésirable et on repart à zéro. C'est de la politique, on l'a déjà dit. Alors, c'est à nouveau cette campagne photographique assez bouleversante. Évidemment, aujourd'hui, on serait à 10 000 du mètre, comme dans l'hypercentre versaillais, mais à l'époque, ce n'est pas 10 000 du mètre. C'est un quartier où personne n'a envie d'habiter, avec des petits appartements, vous voyez ces petits-enfants qui sont dehors, ce chariot ici qui montre qu'il y a une activité artisanale, des maisons un peu affaissées sur elles-mêmes, et on sent encore la grande architecture. Regardez, avec les magnifiques soubassements à bossage, incluant l'entresol à bossage. Et voilà, ça, c'est les photos évidemment cruelles. C'est quand même un échec. C'est toujours un échec quand on passe un bulldozer, parce que ça veut dire que la réflexion s'arrête. Voilà. Donc, bulldozer, alors si vous êtes sensible comme moi, très beau fourgonnette 403 Peugeot. Ah, mais ça, c'est quand même une voiture formidable. Voilà. Donc, voilà le spectacle, évidemment. Alors, pour un maire, pour une municipalité, pas très porteur, évidemment. Donc, ça fait un point de fixation. Les maisons sont achetées une par une, détruites une par une. Ça va durer jusque dans les années 60. Voilà, ça donne pendant des années ces murs lépreux. On voit les anciens appartements, les anciens escaliers. Il y a toute une vie qu'on peut imaginer dans ces murs écorchés. Alors, dès les années 40, les architectes de Vichy se sont beaucoup intéressés à ces questions. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça permettait d'échapper au STO. Il y a eu tout un travail qui a été fait pour mobiliser des architectes qui faisaient des relevés. Ça, c'est une chose que j'ai étudiée pour le Marais qui est assez étonnante. Et puis, les architectes de Vichy, dans une idée de faire plaisir aux autorités, proposent des architectures néo, ou pastiches, ou variations sur, etc. Donc, vous voyez ici, par exemple, ça, c'est le projet en 1943. Vous voyez ? Bon, alors, ça, ce n'est pas un vrai immeuble ancien, mais enfin, on pourrait se dire, tiens, là, il y a une serlienne, des bossages, des balcons en fer forgé, un grand comble brisé avec des lucarnes. On sent que l'architecte a été assez loin dans la restitution de l'ère de famille. Bon, cet architecte n'a pas eu gain de cause, parce qu'en 1943, quand il fait ce dessin, le quartier est toujours là. Donc, il substitue dans le dessin une fausse maison 17e à des vraies maisons 17e. Et puis ensuite, les vraies maisons 17e sont rasées, et là, qu'est-ce qui reste comme solution ? Soit vous faites du moderne, soit vous faites autre chose. Et là, Jean-Baptiste Maton, qui est un architecte aussi Grand Prix de Rome, propose ça. La résidence qui est construite sous le général de Gaulle, c'est le gaullisme immobilier. Donc, vous avez des façades en pierre plaquées, des bandeaux, les baies verticales, comme Perret. Donc, on est anti-corbuséen, il n'y a pas de doute. Pour Corbu, qui meurt dans ces années-là, cette architecture, c'est la lie de la terre. C'est ce qu'il y a de pire. Et dans les écrits, il y a beaucoup de combats contre cette architecture. Et puis, alors, le pire du pire, le criminel qui a déjà osé mettre de la pierre avec des bandeaux et des fenêtres verticales, en plus, il a fait une toiture à lucarne. C'est vraiment un mauvais architecte. Et puis, évidemment, il faut circuler. Et là, c'est la limite de l'exercice. On fait un passage avec une voûte dessinée qui, si elle était en pierre, s'effondrerait. Donc, c'est du béton plaqué. Avec un plaquage de pierre, ça ne peut pas fonctionner, cette arcade comme ça, avec les 4 étages au-dessus. Bon, ben voilà, vous connaissez, ce n'est pas très brillant, on est d'accord. Voilà. Mais il y a un air de famille. Quand vous arrivez par le train de la rive gauche, vous passez la gare de Porche-Fontaine, c'est rempli d'immeubles en pierre, avec des toitures à la mansarde, avec des lucarnes. Il y a eu un moment néo-mansard qui est très intéressant parce que c'est le moment où le général de Gaulle est caricaturé dans le Canard enchaîné toutes les semaines par Moisan avec la cour, avec Louis XIV, avec sa perruque et son bâton. C'est le moment où la loi programme fait faire les grands travaux au château de Versailles. C'est le moment où on restaure le Grand Trianon. Et quand je dis restaure, je mets des guillemets, évidemment, pour faire l'appartement du président de la République, etc. Donc, il y a un moment néo-Louis XIV qui se transcrit dans cette architecture, qui est l'architecture de vulgaire promotion immobilière par ailleurs. Enfin, pardon, c'est pas gentil de dire ça pour les promoteurs, il faut que tout le monde gagne sa vie, mais enfin, voilà, on n'est pas dans l'empirée de la pensée. Et un certain nombre de quartiers militaires de Versailles tombent les uns après les autres et permettent des grandes opérations de lotissement avec toujours la même écriture architecturale, carcasse en béton, plaquage en pierre, fenêtres verticales avec des petits garde-corps et toiture brisée à la mansarde, ardoise, lucarne.
Ce qui ne va pas dans cette architecture, évidemment, ce n'est pas seulement qu'elle soit une espèce de néo-réécriture, c'est que les proportions sont épouvantables, parce que ce sont les proportions de la modernité. Tous les étages ont le même niveau, parce que quand vous achetez, vous avez tous envie d'avoir 2,55 à l'époque ou 2,60, maintenant 2,50. Et donc, vous avez un tassement généralisé qui n'a rien à voir avec l'architecture traditionnelle. C'est extrêmement médiocre. Et pourtant, les gens qui ont acheté ça, qu'est-ce qu'ils étaient contents, parce que c'était tout neuf, avec tout le confort moderne, et puis c'était en pierre, avec un toit à la mansarde, voilà, comme on avait toujours connu. Et là, vous êtes à l'arrivée sur la gare rive gauche, vous reconnaissez le carrefour, là, avec la rue Royale dans le dos. Vous voyez, il y a un petit coyot sur le brésil. L'architecte, c'est quand même un peu donné du mal, parce que c'est vrai que normalement, si vous faites une arête, il faut qu'il y ait un coyot, sinon l'eau n'est pas chassée correctement. Mais la proportion est vraiment tout à fait désastreuse, parce que regardez l'égalité parfaite entre les trois niveaux. C'est une espèce de HLM habillé par un Louis XIV. C'est très curieux comme formule. Bon, alors, on s'est beaucoup moqué de cette architecture. Aujourd'hui, on a vu tellement de choses qu'on se moque un peu moins. Voilà, on est passé à autre chose. Ça n'empêche plus personne de dormir, mais enfin, ce n'est pas quand même, évidemment, ce qui peut être le plus intéressant de l'architecture du XXe siècle. Évidemment, si je reviens à ma gare rive droite, la difficulté qu'il faut gérer, et ça, la toiture brisée peut aider, c'est évidemment la rupture d'échelle. Le problème de la modernité des nouvelles autorisations administratives, c'est d'avoir plus de hauteur. Et donc là, vous avez une petite maison du quartier loti, donc après, sous Louis XVI, là, après le lotissement du boulevard de la Reine, et puis à l'angle, un immeuble très 50-60 avec le grand tournant, tout en pierre, avec encore, regardez, rez-de-chaussée entre sols, le dernier étage avec un balcon, là, en espèce d'écriture haussmannienne qui aurait une façade en pierre, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus loin de l'ère de famille, malgré tout, malgré les matériaux, malgré l'emplacement, etc. Mais hop, je me déplace et je tombe sur ce type d'immeuble. Des immeubles comme ça, il y en a dans Versailles des dizaines, peut-être des centaines. Façade en pierre, un petit coup de bossage en bas, pas très bien dessiné, une toiture brisée à lucarne et tout le monde est content. Donc c'est une histoire de l'architecture versaillaise. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aura le courage de l'écrire un jour. Enfin, voilà, elle existe. Je voulais vous la montrer, bien sûr. Alors, on s'est déjà parlé de ça la dernière fois, on y revient. La grande transformation versaillaise dans le centre, c'est bien sûr le percement de l'avenue de l'Europe, qui vient compléter le percement de l'avenue du Duc de Berry, devenue l'avenue Thiers, devenue l'avenue du Général de Gaulle ici. Ce percement 19e va être prolongé jusqu'à l'avenue de Saint-Cloud par un grand percement qui se passe dans les années 60 en détruisant une caserne dont je vous avais parlé la dernière fois, tout un quartier qui était en ruine après-guerre et que la mairie, à force de demande, va réussir à faire tomber et à transformer en récupérant donc des terrains un tout petit peu de ce côté-là, beaucoup ici, et une rue au centre qui va permettre de liaisonner définitivement les deux quartiers si séparés depuis longtemps qu'étaient Notre-Dame et Saint-Loup. Alors, c'est une photo aérienne, vous reconnaissez la place d'Armes avec ses voitures et ses bus, la grande écurie, la petite écurie ici, et notre palais des congrès. La photo est plus tardive, puisque vous reconnaissez aussi des choses plus contemporaines, mais elle est belle en noir et blanc, et surtout, elle nous permet aussi de voir que cette période de transformation des arrières de la grande écurie correspond au moment où, avec la loi programme et le départ de l'armée progressif, les deux écuries sont récupérées par le pouvoir civil. Donc la grande installation de l'école de Versailles, l'école d'architecture, qui est créée postérieurement en mai 68 à la fin du prix de Rome, à la fin de l'école des beaux-arts, dans la petite écurie, avec des grands projets qui n'ont pas abouti à l'époque, de Pierre Lablaude, le père du Lablaude que nous avons connu dans les jardins de Versailles, si j'ose dire. Et puis de l'autre côté, la grande écurie, elle, est divisée en plusieurs services, les archives départementales qu'on a connues avant leur déménagement à Montigny, et puis un morceau pour le château qui sera le musée des carrosses que vous connaissez. Donc, grande restauration, avant même la restauration du Grand Commun, qui lui reste hôpital militaire pour l'instant, deux éléments de la grande patte d'oie reviennent à la culture, si j'ose dire, et sont restaurés par l'architecte donc Pierre Lablaude, qui était l'assistant de Japy au château et qui n'était pas lui-même en chef. Il deviendra architecte en chef à la fin de sa carrière. Il était second Grand Prix de Rome. Donc, on va s'intéresser maintenant à cette partie-là, où il se passe des choses évidemment très intéressantes après la destruction de la caserne que je vous ai montrée la dernière fois.
D'abord, la préfecture a besoin de place. Hein. L'État républicain est aussi majestueux que l'État royal, donc il faut une grande préfecture. La préfecture, on en a parlé la dernière fois, hein, c'est l'hôtel particulier de Monsieur le Préfet, qui est un palais néo-Louis XIV, qui est tout à fait à droite sur ma photo. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous sortez de la mairie, c'est cette grande barre en pierre, en béton, recouvert de pierre, qui est la pierre porteuse, hein, ce n'est pas de la pierre plaquée. Alors, là aussi, c'est un excellent architecte qui est peu connu, peut-être même complètement inconnu aujourd'hui, qui est Robert Camelot, qui est une figure très importante des années 30-50. Camelot, c'est un homme qui peut être complètement moderne. Il est un des architectes du CNIT, par exemple, qui est un immense chef-d'œuvre si vous aimez l'architecture contemporaine. Il est aussi un architecte qui travaille avec Bernard Serfus pour un bâtiment qui est peut-être un des plus beaux bâtiments de Gaulle de Paris, qui est l'agence France Presse Place de la Bourse. Un grand bâtiment gaulliste, vraiment dessiné au millimètre, avec des menuiseries métalliques. Et là, à Versailles, il a une commande assez terrible, parce que c'est avenue de Paris, face à la mairie, en prolongation de la préfecture, à 100 mètres du château. Vous imaginez la problématique. Et donc, il fait un choix qui est un choix classicisant. Donc, le bâtiment a 4 niveaux. Les 3 premiers niveaux sont pris dans une façade couronnée par une corniche. Le 4e niveau est traité en attique. Ça lui permet d'éviter le comble brisé à la mansarde, un tout petit peu trop visible dans le genre clin d'œil. Donc, 3 niveaux, un attique. Ça, c'est assez malin. Ensuite, il fait un très beau travail sur la modénature. Plutôt que d'avoir des grandes masses de pierre, il va faire des tables en creux, en saillie, des encadrements de baies en chambranle plat. Bref, si vous mettez le nez sur ces façades, il y a beaucoup de détails et on le voit très bien sur la photo que j'ai prise en sortant du dernier cours et en pensant à celui d'aujourd'hui parce qu'il y avait un très beau soleil. Voyez. Et puis, très subtil, regardez, les 3 dernières travées à droite ressautent très légèrement. Elles sont d'1 mètre presque en avant. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas l'équivalent à gauche. On pourrait se dire, erreur grossière, dans l'architecture française, s'il y a un avant-corps à droite, il doit y avoir un avant-corps à gauche. Et non, l'avant-corps terminal de la composition, c'est le pavillon de tête de la grande écurie. Donc c'est quand même très subtil. Ouais. C'est des tout petites choses, hein, mais si on a compris ça, évidemment, on entre dans l'intelligence de cette architecture. Et puis, vous avez une toiture basse, vous voyez, presque plate, mais qui évite le toit terrasse qui fuit, dont je parlais tout à l'heure. Menuiserie métallique. Et donc, vous avez un bâtiment de la modernité classicisante des années 60. Regardez le traitement des tables en creux. Tout est traité en modénature. Un appareil de pierre avec les bandeaux, la corniche, la tique, sa propre corniche. Pas de fronton, pas d'excès, mais une architecture ultra efficace au service de l'administration qui est censée être aussi ultra efficace. Voilà. Le traitement de la... Oui, je dis ça comme fonctionnaire, hein, c'est de l'autodérision. La porte aussi, dans la grande tradition qui avait commencé dans les années 30 avec le retour de la porte en bronze, notamment chez Raymond Sub, et ces portes pleines, traitées avec des motifs géométriques, et qui donnent une idée de la force que doit renvoyer une préfecture qui est l'État dans la ville et dans le département. Le même Camelot va travailler sur le bâtiment des PTT, qui est actuellement un peu en déshérence, et qui, lui, arrive, regardez, au dos de la grande écurie. Et là, j'ai fait cette photo aussi pour qu'on sente bien, regardez le travail de Camelot. Il descend d'un niveau. D'abord parce qu'il s'approche du château. Donc, il a enlevé un niveau, mais il a toujours son attique pour éviter la fausse toiture. Et regardez, le bandeau ici fait continuité avec le bandeau de l'écurie. La corniche avant l'attique fait continuité avec la corniche de mansarde. Qu'est-ce que c'est subtil! Voilà. Ça, c'est de l'architecture. Évidemment, ce n'est pas Corbu, on est d'accord. Mais c'est un architecte qui est en contexte et en situation et qui sait exactement ce qu'est la grande architecture ancienne, ce que peut être une architecture moderne qui n'a pas besoin de faire de la démonstration. Voilà. Un équilibre qui a été trouvé là, qui me paraît vraiment très stimulant. C'est un petit peu moins brillant dans le bâtiment des impôts. Je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit les impôts, hein, mais enfin, en tout cas, c'est un problème d'argent. En tout cas, voilà, quand vous arrivez sur l'avenue de Saint-Cloud, l'autre bâtiment qui finit l'îlot, entre les deux, il y aura le skatepark qui s'aménage en ce moment, sur lequel je n'ai pas d'avis, comme vous pouvez le penser. Et puis, juste en face, donc sur l'autre rive de l'avenue de l'Europe, là, vous avez un ensemble complet de maisons néo-18e, entièrement pastiche. Là, c'est une construction néo qui imite l'architecture ancienne. Puisque lorsqu'on a percé, il a fallu défoncer, évidemment, des maisons qui se trouvaient là, on a exproprié, et donc on a fait ce coude
qui a fait beaucoup couler d'encre. Il y a eu une énorme polémique sur le coude. Fallait-il que ça aille tout droit, ce coude, qui était censé protéger les intérêts des propriétaires qui ne voulaient pas être expropriés. Mais le côté, évidemment, le plus intéressant de l'avenue de l'Europe, évidemment, c'est le centre. Car entre la préfecture et le pastiche qui est l'avenue Saint-Cloud, le palais de justice que nous avons vu la dernière fois, qui était un palais néo-Louis XIII en briques et pierre sur la rue Clémenceau, la place André Mignot, eh bien, peut s'étendre à l'arrière. Et vous le savez, dans les années 70, toute l'Europe et toute la France, surtout, s'est couvert de palais de justice modernes. Parce que tout d'un coup, la réflexion sur l'architecture de la justice, on n'avait que des palais de justice 19e en France, elle a commencé de monter en puissance et de donner une autre image de la justice pour le citoyen que le grand palais à fronton avec les colonnes, le dôme, etc., qu'on voit dans toutes les villes, ce qu'on appelle l'architecture des bâtiments civils. Donc ici, c'est le fameux Pierre Lablot dont je parlais tout à l'heure, qui s'échappe de la boîte monument historique et qui fait une tentative d'écriture contemporaine en franche rupture. C'est peut-être le bâtiment le plus révolutionnaire de tout ce que je vous ai montré pour l'instant, puisque là, vous avez une volonté d'être dans ce que les Anglais appellent concrete, c'est-à-dire des façades en béton brut avec du caillou, et puis évidemment une écriture avec une trame qui est en rupture complète. Donc, vous avez la grande ouverture avec ces baies qui montent de fond, très inspirés par l'architecture américaine. C'est du très mauvais Louis Kahn, si vous voulez, voilà, ce genre-là, mais ça sera monument historique dans pas très longtemps, vous verrez. Donc voilà, la grande entrée. Bien sûr, menuiserie métallique, verre fumé. Là, on est dans les années 70, c'est une maladie, le verre fumé dans les années 70. Et puis, un bâtiment, vous voyez, avec une structure béton apparente, sur un rez-de-chaussée évidé poteau-poutre, avec une trame complètement inspirée de l'architecture outre-Atlantique. Il faut imaginer ce que représente pour un architecte qui a été formé à l'École des Beaux-Arts, qui a travaillé avec André Japy à la restauration de l'Opéra Royal de Versailles, inauguré par Élisabeth II dans les années 50, qui a ensuite été consacré architecte des monuments historiques et qui, là, passe de l'autre côté du miroir. Voilà. C'est passionnant. Voilà. C'est passionnant. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre, comme dirait Jean-Marie Caruso Mouclot? Pas facile à dire. Et donc, il y a pu avoir un moment, une tentation. C'est l'époque d'André Mignot, qui, je vous l'ai déjà dit, n'est pas le maire le plus amoureux du patrimoine versaillais qu'on ait connu ici. Et on aurait pu avoir une ville qui, comme ça, doucement, aurait tourné vers autre chose. Par exemple, ici, vous voyez, Jean-Claude Dauphren, un architecte assez important. Je l'ai connu à la fin de sa vie. Très, très vieux seigneur d'architecture qui avait été à l'École des Beaux-Arts, prix de Rome, mais qui avait lui aussi eu envie de faire de l'architecture contemporaine. Vous voyez, donc, ce genre d'immeuble, de rapport. Il y a une trame, on voit que ces architectes ont tous été à l'École des Beaux-Arts. Et puis, il y a l'effondrement. Le problème de l'ère de famille, c'est qu'il n'y a pas du tout de culture. Là, c'est l'effondrement culturel. Et donc, c'est l'effondrement architectural, c'est les manèges. La grande opération d'André Damien. Voilà. On détruit les manèges de Napoléon, qui étaient donc ceux de Questel, dont je vous ai parlé la dernière fois. Questel, l'architecte qui a restauré la chapelle. Et on dessine une architecture de promotion immobilière. Il n'y a pas de nom d'architecte, c'est même pas la peine de chercher, c'est de la non-architecture. Donc, vous avez un grand rez-de-chaussée évidé en galerie, 2 niveaux réunis par une sorte de pseudo-pilastre colossal et un attique avec une corniche qui dissimule une toiture à lucarne. Ça n'a aucun sens. C'est une architecture qui n'a ni queue ni tête. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas d'où elle vient. Voilà, ça donne ça. C'est rien. Voilà. C'est rien, tout en plaquage, qui se décroche avec le temps. Terrible. Terrible. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là, on n'est plus dans l'histoire de l'architecture. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Et puis, le côté faux cul. On garde les portails et on vous rajoute 1 000 € du mètre carré parce que vous avez quand même le portail de Napoléon III. Ça, c'est insoutenable. Si vous avez mauvaise conscience, il ne fallait pas démolir parce que c'était classé monument historique, les manèges. Il a fallu les déclasser. Ah ben oui, ah ben oui. Donc, si vous n'assumez pas, non mais ne faites pas le coup de la conservation des 2 portails, s'il vous plaît. Surtout, alors, il y en a un qui est plaqué de travers sur la façade, celui de gauche. C'est terrible. Encore l'autre qui donne accès à un hôtel soi-disant chic, bon, il est à peu près centré. Enfin, écoutez, un peu de sérieux quand même. Voilà. Alors, on va refaire la place jardin entre les deux. Ce ne sera pas du luxe. Il faut que les arbres poussent pour qu'on ne voit plus l'architecture. En fait. Voilà. Bon. Mais chemin faisant, ce n'est pas fini, l'ère de famille. Regardez,
Ça, c'est au début de la rue Hoche. Je ne sais pas si vous avez jamais regardé cette maison. Elle est en face du temple protestant. Bah, moi, là, j'ai mon GPS qui me dit, oula, là, ça ne marche pas. Là. Regardez la façon dont les lucarnes, très industriellement dessinées, les proportions, quelque chose qui ne va pas. Et puis, la preuve, évidemment, la porte de parking. Ce n'est pas possible, ça. Non, ce n'est pas possible. Si vous faites des bossages, ça ne marche pas comme ça. Hein. Sinon, là, les claveaux s'effondrent sous le poids. Donc ça, c'est un immeuble pastiche, dans le genre, qu'il faudrait avoir l'air et qui n'a pas l'air du tout. Ça aussi, ça c'est en haut de l'avenue de Sceaux, quand vous arrivez depuis le quartier de la Gare, avec ce fronton. Ça, c'est tout neuf. C'est une néo-maison. Et puis, ce qu'on est en train de construire ici, par exemple, ça, c'est des images de promotion immobilière. Voilà. On vous vend du Versailles. Ce n'est pas du Versailles, c'est du néo-Versailles. Ou ça, avec des petites persiennes, petit côté Charles X. Ouais. Bon, alors, quand vous avez tout ça comme héritage, c'est pas facile. Comment faire la ville? Comment refaire la ville? C'est une vraie question. Donc, je termine par ça. Il faut trouver du terrain. Le défaut d'une ville comme Versailles, qui est le même que d'une ville comme Paris, c'est qu'il n'y a pas de terrain. Le foncier est soit protégé de monuments historiques, soit ce sont des espaces verts, soit c'est les domaines du château, donc de l'État. Donc, trouver de la place. Où est-ce qu'on peut faire ville? Faire ville, c'est trouver un espace et ensuite le raccorder à la ville existante et ajouter quelque chose. C'est ça. Donc ici, vous reconnaissez évidemment le quartier Richaud, parce que le sauvetage, qui est un miracle, hein, après tant d'abandon, après tant d'incendies de Richaud, premier miracle qu'il faut saluer. Et le deuxième miracle, c'est de lui donner une vie qui soit intégrée à la ville. Et pour que ça fonctionne, il faut aussi trouver de l'argent, donc il faut passer un accord. Ce n'est pas un État ou une ville qui fait ça à 100%. Donc il y a un travail, évidemment, ici avec un promoteur, une maison bien connue, logique, et qui est plutôt spécialisée dans la promotion dans les quartiers historiques, donc avec des architectes qui savent à peu près de quoi ils parlent si on leur montre un bâtiment ancien. Là, c'est l'agence Villemotte, qui est une des grosses agences françaises, et qui fait de tout. Alors, Villemotte, il n'est pas contrariant. Si vous voulez du Louis XV, il vous fait du Louis XV. Si vous voulez du Napoléon III, il vous fait du Napoléon III. Si vous voulez du Villemotte, il vous fait du Villemotte. Je l'aime bien, donc je peux me permettre de dire ça. C'est une petite ironie de ma part. Donc, vous avez là des immeubles qui sont avenue du Maréchal Foch, et vous apercevez donc par des ouvertures parfaitement calées les forces, évidemment, en présence, qui sont donc les portes et les accès latéraux des grandes ailes de Richaud. Donc, évidemment, un architecte lambda aurait pu être tenté de faire une barre. Là, il y a un travail sur les angles pliés, sur la vue sur le monument. Après, pour ce qui est de l'architecture, on est un tout petit peu faible. Hein, et c'est quand même pas très passionnant. On essaye de ne pas trop singer. Donc, il y a un pied, il y a 3 étages et il y a des lucarnes sur une toiture, mais des lucarnes qui sont vitrées sur leurs joues. Donc, on essaye de jouer avec l'idée de la lucarne. Voilà. Bon. Et puis à l'intérieur, le monument est parfaitement préservé, restauré, le jardin ouvert au public, création d'un espace vert. Là aussi, ça fait partie d'un des grands fantasmes des années 60, la ville traversée, la ville ouverte. Je peux passer dans un îlot, je peux ressortir de l'autre côté. C'est des choses auxquelles on a beaucoup cru dans les années 60-70, notamment dans tous les secteurs sauvegardés. L'idée de Malraux, c'était qu'on pourrait cheminer dans les îlots, puis à un moment, les gens mettent des grilles et des codes, parce que voilà, la vie n'est pas toujours idyllique. Donc, restituer des espaces là où il n'y avait plus rien. Ça, c'est quand même un geste assez extraordinaire. Et puis, les contre-allées avec les immeubles de l'agence Villemotte. Voilà, donc 2 allées avec des noms assez forts. Il y a des choix politiques. Érignac d'un côté, Jean-Paul II de l'autre. Et puis, alors, il y a l'affaire de la gare, la gare chantier. C'est une affaire que j'ai eu un tout petit peu à connaître, donc je ne vais pas être très long, mais il y avait 2 enjeux très forts. D'abord, il y avait la question du désenclavement du quartier par rapport à la ville ancienne, et notamment la question de savoir comment on allait pouvoir raccorder à travers les étangs Gobert. Donc ça, je peux dire, parce que je les ai vus, les projets de destruction avec le passage dans les étangs, qui ont été empêchés, dessinés par un architecte des monuments historiques. Je dis ça en passant. Voilà. Et puis, la question, évidemment, de la rentabilisation avec la halle de fret ici, de tout ce secteur qui était, et notamment, vous avez vu sur les photos 30, assez vide, notamment devant la gare de chantier. Donc là, on est dans une configuration qui est lancée par le maire précédent, Étienne Pinte, et qui sera gérée par le maire actuel, et donc qui
constitue donc un travail très important sur à la fois la liaison, l'espace vert, puisque le grand étang est sauvé et devient une promenade, puisqu'il n'est plus en eau, une gare routière, donc ce fameux pôle multimodal. La gare est modifiée et un certain nombre d'immeubles sont dessinés. Sur ces projets, vous avez encore un parking ici, vous avez noté bien sûr, et ici aussi. Voilà. Donc là, on est dans une configuration où on fait appel à plusieurs architectes. Et ça, c'est le système des star-architectes qui fonctionne beaucoup. On va prendre plusieurs grands noms et chacun va avoir un îlot ou un pôle. Ça se faisait beaucoup dans les années 30, ça s'est fait beaucoup à la reconstruction. On donne plusieurs commandes différentes. Donc, un paysagiste pour le jardin dans les temps, et puis le chantier qui permet, sur d'anciens terrains qui étaient toujours un peu des terrains abandonnés, mal gérés, avec des constructions. Quand on arrivait en train depuis Saint-Cyr, on voyait quand même une espèce de chaos. Donc, on reprend la main sur tous ces terrains qui sont du foncier possible. Autour des gares, il y a beaucoup de foncier. C'est pour ça qu'on a vu la France des gares se transformer depuis 20-30 ans. Donc, la gare est modifiée avec un nouveau bâtiment. Alors là, c'est Jean-Marie Dutilleul, qui est un des grands architectes de gares, qui s'exporte d'ailleurs beaucoup en France, qui est aussi très impliqué, si vous le connaissez, dans l'affaire de Notre-Dame, puisqu'il travaille beaucoup avec le diocèse de Paris. Donc la gare 30 est préservée, mais complétée et améliorée. Et puis, l'opération se solde finalement par la construction de deux. Alors, il y a bien sûr la préservation de la halle, qui avait été un des grands débats au moment de la polémique, parce qu'il y a eu une très grosse polémique contre le projet, notamment son surdimensionnement commercial. Je ne reviens pas là-dessus. Et deux énormes immeubles. Alors, ça, c'est un cas assez rare dans l'histoire de l'architecture contemporaine. C'est Monsieur et Madame. Donc, c'est Christian de Porzampar et Elisabeth de Porzampar. C'est peut-être le hasard, mais en tout cas, c'est assez drôle de voir un couple réuni. Donc, voilà. Ça, c'est Christian de Porzampar. Donc, c'est le bâtiment à la place du parking qui cache la gare et qui est trop haut. Là, il y a un échec, évidemment, c'est beaucoup trop haut. Les deux étages métallisés sont superflus. Donc, il aurait fallu descendre très fortement le bâtiment. Après, il y a des contraintes, évidemment, économiques qui ne sont pas toujours faciles à gérer. C'est facile de critiquer, mais il y a des réalités, quelquefois, très cruelles. Donc, le bâtiment vient complètement impacter la gare qu'on avait pourtant préservée, restaurée. Là, ça ne va pas du tout. Là, c'est vraisemblablement un échec assez dur. Là, les confiés à Patrick Bouchin. Patrick Bouchin, c'est un architecte absolument merveilleux parce que lui, il travaille beaucoup en douceur sur la récupération des matériaux, sur le bois. Il a un discours extrêmement précoce sur le fait d'être économe en énergie, de ne pas forcément détruire, mais de réutiliser. C'est lui qui avait fait les aménagements en bois pour l'écurie et pour les manèges de Bartabas. Il y a une volonté, beaucoup travailler avec le bois, beaucoup travailler avec les matériaux qu'on peut recycler. Alors voilà, ça c'était un de ces projets pour recycler la halle de Fresnes. Finalement, donc, vous savez que ça devient un bâtiment avec un bardage de bois. Et le bardage de bois, ça c'est un des échecs de l'architecture contemporaine. Ça ne peut pas vieillir correctement. Il n'y a rien à faire, on n'a pas trouvé les traitements. Donc le bois finit par être très marronasse et puis putréfie et ça donne un aspect extrêmement mal fini pour un bâtiment neuf. Voilà. Et puis donc ça, c'est Madame Porzampar, c'est donc le bâtiment qui vient tout au bout du terrain et qui termine la recomposition de l'espace. Ce n'est pas une architecture relativement extraordinaire, mais enfin, ça crée un îlot homogène avec pas mal de verdure. Autre affaire qui se déroule sous nos yeux, c'est l'affaire du quartier Pion, puisque la ville de Versailles a pu racheter à l'armée au moment où la caserne est abandonnée. Donc, c'est une caserne qui avait une entrée sur la route de Saint-Cyr, avec une parcelle en part de fromage qui va en se réduisant jusqu'à aboutir à la pointe de l'étoile du Grand Parc. C'était une caserne avec des bâtiments extraordinairement médiocres, très bas, donc tout ça sans valeur patrimoniale. Grosse polémique à l'époque pour savoir, puisque ça fait partie du Grand Parc de Louis XIV, on est dans les murs et pas hors les murs, est-ce que ce n'est pas plutôt au château de racheter ce terrain? Donc le château ne se manifeste pas, l'établissement public ne se manifeste pas, et donc c'est finalement la mairie de Versailles qui réussit donc à mettre la main sur cette portion de terrain qui est difficile à utiliser, d'abord par sa forme, ensuite parce qu'il y a une dépollution du terrain militaire qui est énorme, parce qu'il y a l'aérodrome à côté qui fait qu'il y a des lignes aussi à respecter, et puis il y a le Grand Parc à côté, avec
Vous voyez ici le bout du Grand Canal hein, sur mon image. Donc, une difficulté assez grande. Et l'idée ici, c'est de faire voilà, les maisons qu'on voyait depuis la route, hein, les grandes maisons en meulière, qui avaient plutôt une bonne tête d'ailleurs. Elles y sont toujours, bien sûr. Et puis, ici, les terrains derrière qui, eux, sont effectivement d'une très grande médiocrité. Donc, l'idée ici, c'est de créer un nouveau quartier, un quartier avec le paysagiste Michel Desvignes, évidemment, qui est très peu minéral. En réalité, plus on va dans le fond de la parcelle, plus, évidemment, il y a des espaces verts et moins il y a de construction, avec des petites maisons. Vous voyez. Donc là, on est dans une autre écriture au bord de la cité-jardin, qui est compatible avec tout ce qu'on connaît dans l'histoire de la cité-jardin, mais qui est pour Versailles assez nouveau comme laboratoire d'architecture, évidemment. Et puis assez loin de la ville elle-même. Évidemment, c'est un quartier qui est coincé entre Versailles, le parc et Saint-Cyr. C'est un quartier qui est un peu plus loin. Voilà, donc la ville, elle se fabrique, et là, on est loin d'être arrivé au bout, puisqu'on commence le chantier. Hein. Il faudra attendre plusieurs années pour voir ce nouveau quartier versaillais tout au bout du parc, comme si la ville arrivait enfin à envelopper le parc. Et dans 20 ans, on refera la même opération, peut-être avec Satori, peut-être avec les Mortemais. Donc tout ça, ça va devenir la prochaine histoire. Elle peut être vraiment que là, si on veut réfléchir en termes de quartier et de nouvelles architectures. Mais pendant ce temps, l'ère de famille continue. Hein, on ne s'arrête pas. Ça, c'est 2020. On est à côté de Richaud, mais ce n'est plus Villemotte. Hein, donc là, c'est une agence qui fait un immeuble pour un promoteur. Vous l'avez vu construire, c'était une carcasse en béton. Puis ensuite, on a habillé ça avec des façades papier peint, néo-Louis XVI. On est juste au bout en arrivant en face du siège en briques et pierre de la Caisse d'État. Voilà. Et puis là, l'année dernière, un promoteur a décroché un permis avenue de Paris avec ce type d'immeuble. Donc là aussi, on est, et vous avez noté évidemment la porte cochère à vantaux avec les petites baies en ovale, ça c'est chic. Voilà, ça c'est chic. Voilà. Donc voilà, l'ère de famille ne disparaît pas à Versailles. Il y a des villes où c'est très combattu cette architecture, soit par les maires, soit par l'architecte des bâtiments de France, qui ne veulent pas de pastiche. Il y a d'autres villes au contraire où ça se développe. À Versailles, je trouve que pour l'instant l'équilibre est assez intéressant parce qu'on a les deux. On a de l'architecture contemporaine, on a de l'architecture pastiche. Si vous faites des voyages dans l'Île-de-France, il y a des villes où les maires sont devenus entièrement des constructeurs de néo-17e. Hein. Au Plessis-Robinson, par exemple, c'est très frappant. Hein. Une architecture à fronton, avec des toitures à la mansarde, avec des lucarnes. Et ça se vend très bien, d'ailleurs. C'est un des grands débats en ce moment, parce que c'est une architecture qui plaît énormément aux clients. Alors, je termine avec de l'architecture complexe, contemporaine, complexe. Je termine avec un bâtiment qui est à la croisée de tout ce qu'on a dit. Il est à côté du château et des écuries de Mansart. Il est à côté de la gare 19e. Il est à côté des manèges si médiocres des années 80, 90, à côté de la mairie. C'est le futur office de tourisme. Voilà. Avec son bosquet que vous apercevez ici. Voilà. Donc là, vous imaginez pour un architecte, c'est une commande qui est surexcitante, mais qui est quand même redoutable, parce qu'on vous attend au tournant, et sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a un grand carrefour devant, mais surtout parce que vous êtes écrasé par le poids de l'histoire, et avec une échelle de bâtiments qui sont toutes différents, et de style et de format. Donc là, le choix, c'est le choix d'une modernité radicalement classique, si j'ose dire. On revient à l'idée du pavillon, d'abord, une architecture légère, et pas une architecture monumentale. Ensuite, une architecture qui n'a pas de couleur, qui sort de la gamme générale et qui est plutôt une tonalité minérale. Pas une toiture à la mansarde qui n'aurait aucun sens, mais une toiture au contraire très, très invisible, avec des lettres, vous voyez, pour Office de tourisme Versailles, des lettres métalliques très classiques. Une partie vitrée, une partie maçonnée, qui crée donc une profondeur sur une surface relativement étroite, et évidemment un positionnement particulièrement performant, puisque en face de la gare qui commence à s'appeler gare du Versailles Château, l'office de tourisme, pour que les touristes n'aillent pas que au château, mais éventuellement aussi s'intéressent à notre chère et belle ville de Versailles. Et je dois dire que l'idée d'associer ça avec ce bosquet, c'est quand même une assez jolie idée, parce que d'abord, on est dans une tradition versaillaise, mais qui est aussi une tradition de l'aménagement urbain, c'est-à-dire un espace vert qui n'est pas un square, mais qui est dessiné et qui est offert, avec ce monument ici. Et puis, l'idée, alors là, c'est avec de la neige, c'est un peu exagéré comme image de synthèse, mais voilà, il faut bien faire rêver. Mais
l'appariement aussi du bosquet qui donne une profondeur au bâtiment sur le côté, et le bâtiment sert à la fois de cadre au bosquet, et le bosquet lui sert de prolongation. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Alors après, il faudra voir la réalisation, parce que l'architecture, c'est un art tout d'exécution. Un très beau dessin peut devenir un très vilain bâtiment. Il faut faire attention à ça. Mais en tout cas, je voulais terminer par ça, parce que je trouve que là, il y a un équilibre qui m'intéressait par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire sur la ville de Versailles. Je ne veux pas conclure parce que je vois que l'heure est déjà passée, mais ma conclusion, c'est qu'il faut aimer Versailles tendrement. Voilà. Je vous remercie.